Bon. Hey, bon matin! Salut, salut! Bon matin! Merci Mathieu d'être avec nous aujourd'hui. Mathieu Beauchemin, copropriétaire, non pas du tout, maintenant propriétaire, Domaine d'Inival, excuse-moi. Président Conseil des vins du Québec. Nous, on te connaît chez Saucette depuis un petit bout parce que, en fait, on se le cachera pas, t'es un de nos vignerons coup de cœur. Depuis, on le dit pas mal à tout le monde. Je pense que t'es le seul à être venu 2 fois faire un événement vrai, chez nous. C'est vrai, on l'a fait nous tout seuls, puis avec Geneviève. Avec Geneviève à notre 1 an. Ouais. Fait que, on est des méga fans. Ouais. Voilà. Fait que c'était vraiment naturel pour nous de t'inviter pour le podcast parce qu'on avait envie de jaser avec toi parce qu'on est super contente quand t'es là. Voilà. Ça m'a fait bien plaisir d'être là. Yeah, fantastique. C'est drôle, hein, parce que on faisait un peu de recherche. Tu sais, on te connaît bien, on connaît tes vins, on les adore. Puis, on se disait, mais comment ça a commencé, donc, l'Unival? Puis après, je me souvenais de La Vigne est belle, que moi, j'ai adoré, là. C'est quelle belle série, là. Vraiment, j'avais tout le temps une larme à l'œil à chaque fin d'épisode, là, mon Dieu. Puis on s'en est tellement fait parler par des clients, puis, tu sais, des gens qui l'ont... Je pense que ça a été bien reçu parmi les gens qui sont amateurs de gastronomie, de vin, il y a eu vraiment un grand intérêt pour ça. Puis ils l'ont rediffusé, tu sais, Télé-Québec à différents moments. Fait que, tu sais, à chaque année, il y il y avait du monde qui venait, hey, je viens de découvrir cette série-là. Donc, tu sais, ça a perduré dans le temps. C'était super bien filmé, puis c'était vraiment, c'était beaucoup dans l'émotion, je trouve, cette série-là. C'était vraiment le fun. Ça a été filmé au début de la pandémie, ça se peut-tu? 2021. 2020, OK, c'est ça, en plein dans la pandémie. Oui. Puis, tu sais, les premières images, même, je me souviens qu'on avait tourné des images de dégorgement de Pétnat au début 2021, au début de l'année. Puis, tu sais, l'équipe était toute là avec les masques. Puis, tu sais, nous, on avait le droit d'enlever nos masques parce que c'était pour le shooting, tu sais, à la caméra. Mais le reste de l'équipe, en tout cas, tu sais, c'était, on retournerait pas là, hein? Non, s'il vous plaît. Mais est-ce que tu as vu une différence entre l'amour des vins québécois depuis cette série-là? Ça se peut-tu que ça a amené comme un genre d'intérêt? Peut-être pas un amour, mais un intérêt à découvrir? Je pense elle est arrivée, cette série-là, en fait, pendant la pandémie, où il y avait déjà un gros engouement pour les produits locaux, at large, pour les vins locaux aussi. Tu sais, on l'a vu dans la pandémie, comment ça a explosé. Fait que, je pense que c'est plus que la série a amené une autre pierre à l'édifice, tu sais, qu'on était en train de construire pendant la pandémie. On a vu, puis tu sais, on en a souvent parlé en vigneron, il y a quand même un avant puis un après pandémie, puis un pendant même, parce que tu sais, on a vu quand même post-pandémie la hausse, tu sais, hausse des taux d'intérêt, l'inflation, les gens qui ont un petit peu moins d'argent disponible, les gens qui se remettent à dépenser sur des restaurants, des voyages, mettons, ce qui se faisait pas pendant la pandémie. Donc, tu sais, on l'a vu un peu le ralentissement. Fait que, tu sais, mais j'aime souvent dire, hey, là, on est déjà parti, puis on divague, hein? Oui, J'aime souvent dire que, puis tu sais, c'était un peu ça de la pandémie aussi, on a fait des gains, tu sais, je compare ça à un escalier, tu sais, on a monté, mettons, 3-4 marches pendant la pandémie sur la popularité des vins locaux, puis on a peut-être redescendu 2, mais on n'a pas redescendu les 4 marches, tu sais. Fait que oui, il y a des bulles des fois, puis là, tu sais, est-ce qu'on va tomber là-dedans avec Trump, les tarifs douaniers, le retour vers l'achat local et tout. C'est sûr qu'on va possiblement vivre une petite bulle de oui, on achète local, oui, les ventes vont bien, les gens découvrent. Fait qu'on va remonter un autre 3 marches, on va peut-être en redescendre une après ou 2. Mais on redescendra pas les 3, tu sais, fait qu'on progresse, tu sais, même si c'est pas linéaire tout le temps. Fait ben, si au moins il y a un beau côté de la chose, tu sais, on s'en rendait compte aussi avec la pandémie, justement, l'intérêt des vins québécois, mais même depuis l'annonce des tarifs, depuis l'entrée au pouvoir de Trump, on le voit, il y a des gens qui viennent ici puis qui nous demandent des vins québécois. Avez-vous des vins québécois sur la carte? Puis avant, ça arrivait pas vraiment, là. Ouais. Mais là, les gens veulent pas consommer américain. Puis il y en a de plus en plus qui veulent encore plus découvrir les vins québécois. Tu sais, nous, notre approche ici chez Saucette, c'est vraiment
à part quand on fait un événement en vigneron, puis quand, mettons, on te reçoit ici, ou on va recevoir le Grand Saint-Charles bientôt aussi, ben là, les gens le savent qu'il y a du vin québécois qui est servi sur la carte cette soirée-là, mais autrement, il y a encore une certaine réticence de la part de certains à goûter des vins québécois. Fait que moi, mon approche, c'est vraiment... Je le sais, mais je sais pas c'est de où ça vient. Puis j'attends de voir la réaction. Voulez-vous un blanc pour commencer? Exactement. Puis je vous offre, on a quelque chose au verre, je vous fais découvrir ça. Exact. Puis on voit des super belles réactions quand les gens ils réalisent, quand on leur dit après que c'est québécois, c'est une révélation pour eux presque. Non, c'est comme ça, il faut comme coincer les gens. Après ça, ils sont faits, si on dit qu'ils aimaient ça, ils peuvent pas revenir en arrière puis dire ah ouais, ben non finalement. Moi, c'est mes petites fiertés à chaque jour quand on réussit à, tu sais, puis quand il y a des, pas pour généraliser, mais les jeunes, on est peut-être un petit peu plus ouverts aussi à ça, mais il y a une génération qui a connu les vins du Québec dans le temps qui étaient pas fabuleux, tu sais. On essayait de se découvrir, puis on en parlera justement avec toi de tout ça, mais en tout cas, nous, on trouve ça très beau ce qui est en train de se passer au niveau Québec, puis on encourage, puis on choisit des vignerons ici qu'on aime beaucoup, puis tu fais partie de ces coups de cœur-là. Fait qu'on voulait t'entendre un peu sur Nival parce que c'est ça, en faisant des recherches, on trouve un peu d'infos, mais en même temps, on est comme vraiment intrigué de voir comment parce que tu viens pas, ben en fait, t'es né non, non, je viens pas de ce coin-là, je viens pas du milieu agricole non plus là, fait qu'on est bien curieuse de voir comment t'es tombé là-dedans. Ouais, puis c'est vrai, tu sais, je vous écoute en parler, tu sais, poser ces questions-là, puis je suis comme, c'est vrai, même notre site web, il y a pas un genre de gros historique de faut creuser dans des articles qui ont été écrits sur nous. C'est ça qu'on faisait, fait qu'on a un petit paragraphe ici. Mais on préférait te le demander en vrai. Mais en fait, c'est ça, tu sais, bon, à la base, Domaine du Nival, ça a été un projet qui a été lancé avec mon père. Mon père vient de pas très loin, là, le vignoble est situé à Saint-Louis, juste au nord de Saint-Hyacinthe. Mon père a grandi à Saint-François-du-Lac, qui est un autre petit village à peu près à 20 minutes là, du vignoble. Puis mon père, son père était agriculteur, mais tu sais, comme plein de monde un peu de cette génération-là, là, qui sont comme les dernières générations où il y avait beaucoup d'agriculture, puis ça a été comme la fin de la place des campagnes au Québec, là, tu sais, ou la fin un peu de l'exode vers les villes, là, où les campagnes sont quand même vidées. Fait que tu sais, mon père, tu sais, son père était en agriculture dans les années 60, début 70, puis après ça s'est comme perdu. Puis tu sais, la terre familiale avait été un peu vendue, tout ça. Fait que, mais mon père a quand même grandi dans le coin où on est au vignoble. Puis pour ça, mes parents sont partis. Mon père est ingénieur géologue de formation. Ma mère était pharmacienne, donc tu sais, c'est pas ils ont pas puis moi j'ai grandi à Québec, fait que tu sais comme on allait dans ce coin-là quand on allait chez ma grand-mère, chez mes grands-parents. Mais mes parents ont décidé en milieu des années 2000, 2005, 2006, de racheter la maison où mon père avait grandi, où qu'habitait encore ma grand-mère. Mon grand-père était décédé, ma grand-mère habitait encore là. Puis mes parents ont décidé de racheter cette maison-là en se disant, ben d'un, on veut qu'elle reste dans la famille, puis de deux, quand nous on prendra notre retraite, on s'en ira vivre là-bas. T'sais, on prendra notre retraite là. Fait que ça deviendra, tu sais, c'est comme ma grand-mère va continuer de l'habiter, un jour elle sera plus là, puis nous ça deviendra notre maison. Puis, un peu en même temps de tout ça, à cette maison-là, depuis les années 80, j'avais un des frères de mon père derrière la maison qui avait quelques centaines de vignes pour le plaisir, donc mon oncle Luc, qui touchait un petit peu à ça. Puis bon, après ça, il est parti de Vignoble Domaine Beauchemin, que vous connaissez peut-être, qui est à Yamachiche. Oui. Fait que c'était qui lui appartient plus là, il l'a vendu il y a 2 ou 3 ans. Mais c'est lui qui avait parti ça. Fait que tout ça pour dire qu'il a quand même été dans la vigne pendant assez longtemps. Mais début des années 2000, avec mon père, on a commencé à lui donner un petit coup de pouce, genre aller faire les vendanges, faire un petit peu de travail de vinif avec lui. On s'entend que c'était très hobby, là. C'était il y avait 300-400 vignes dans la cour. Non, c'était pour le fun, pour consommation personnelle, une couple d'amis, des choses comme ça, mais tu sais, bon? Sans plus. Ça dépend. Ça dépend il y en a qui ont fini il y en a des siens, mais aussi de nos premiers essais, parce que bon, mes parents ont finalement acheté la maison là-bas, puis ils ont
bon, une fois qu'ils ont eu fait ça, on a planté quelques centaines de vignes. Bon, entre-temps, les vignes de mon oncle avaient été arrachées. En tout cas, fait que nous, on avait replanté quelques vignes. Tout ça pour dire que on a fait des premiers essais là, puis nos essais à nous, tout comme certains essais à Luc à l'époque, il y en a qui ont fini dans le lavabo aussi, dans le drain. Mais c'est correct, c'est mieux de faire des erreurs sur 150 bouteilles que sur 15 000 bouteilles. En effet. Donc, c'est ça. Fait que mes parents, entre-temps, bon, on a donné un petit coup de pouce à Luc, trouve ça intéressant, c'est le fun, on se met à en parler avec mon père. Mon père est comme, hey, j'aimerais ça, avoir un vignoble et tout. Puis, au départ, quand ils ont racheté la maison à ma grand-mère, mon père pensait planter 800-900 vignes, 1000 vignes dans la cour en arrière, puis juste dire, tiens, je vais m'amuser avec ça. Non, mais tu sais, un genre de terrain de campagne, 50 000 pieds carrés, mais il était comme, tu sais, je peux peut-être me faire une petite parcelle de vignes pour m'amuser. Puis on avait commencé à flirter avec l'idée de, on pourrait peut-être faire quelque chose à plus grande échelle, un peu plus commercial. Mais j'étais pas vieux à l'époque. Tu sais, j'avais mettons à peine 20 ans. Fait que moi j'étais comme, hey, tu sais quoi, tu sais, j'étudiais. Puis t'étais en quoi? J'ai fait un bac en gestion à McGill. Puis après ça, je suis parti, j'ai fait une maîtrise en Suisse, mais plus comme politique, économie internationale. Fait que non, moi je m'enlignais pas pour ça. Puis c'est ça, tu sais, avec mon père, j'étais comme, OK, mais je suis peut-être pas rendu, tu sais, le métier de vigneron, c'est pas quelque chose que tu fais pendant 2-3 ans, puis tu dis, bon, après ça, je ferai d'autres choses, tu sais, c'est un commitment, c'est un choix de vie. Puis j'étais comme, moi, tu sais, à 20-21 ans, je suis peut-être pas rendu à m'embarquer là-dedans. T'as envie de vivre autre chose avant de dire que tu t'embarques dans ça. Mais tu sais, ça a quand même pas été si long que ça qu'à un moment donné, tu sais, je suis revenu à mon père, puis j'ai fait comme, hey, tu sais quoi, peut-être. Tu sais, on pourrait regarder ça. Peut-être pas là, peut-être pas tout de suite, mais... Puis, bon, on a commencé à planter justement de la vigne autour de 2007-2008 derrière la maison chez eux pour faire des tests. Puis voir, parce que bon, on voulait cultiver surtout des vinifera. On savait qu'on devait les protéger l'hiver. Puis, tu sais, on recule quand même de presque 20 ans pour la viticulture québécoise. Donc, c'est ça. Puis, ça commençait, tu sais, il y avait un peu de chardonnay au pervenche. Il y avait, tu sais, 2-3 personnes qui avaient commencé à faire des petits essais de plantation de cépages vinifera. Les toiles hivernales pour protéger les vignes, ça commençait à peine. C'était encore beaucoup des vignes qui étaient butées. Puis nous, on voulait pas buter. C'était l'ouvrage en tabarnouche. Ouais. Fait que, on a planté derrière, puis on voulait travailler en bio sur des vinifera, sur du pinot noir. Ça aussi, en 2020, c'était quand même tôt, là. En 2007, 2008, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup fait qu'on s'était dit, hey, on l'essaye, on va l'essayer sur 2, 3, 400 vignes, puis on verra. Puis après une couple d'années, tu sais, 2, 3 ans, on était déjà comme, hey, pour vrai, on aime ça, c'est le fun. On pense qu'on pourrait lancer un projet plus commercial. Puis là, on s'est mis à chercher une terre. Puis ça a quand même pris 2-3 ans avant qu'on trouve une terre. Puis on cherchait dans ce coin-là. Puis on cherchait... Tu sais, on voulait être dans cette région-là parce que, bon, on avait mes parents étaient en train de se réinstaller là, ça avait du sens. Ça avait du sens d'un point de vue historique avec la famille et tout. On avait pris des données météo, puis on voyait que c'était quand même une région qui était très chaude, ou quand même assez chaude. C'est pas le point le plus chaud au Québec, mais c'est quand même... Tu sais, on est quand même pas très loin des zones les plus chaudes du Québec, là, qui sont peut-être plus autour de Rougemont et ou autour de l'île de Montréal. Là. Mais tu sais, comme on n'est pas très loin quand même de ces zones-là. Puis, mais tu sais, nous, on est dans un coin où c'est plat. Mais il y a d'autres vignes aussi, d'autres vignerons, en fait, dans ce coin-là, c'est ça? Parce que, tu sais, dans les cantons de l'Est, il y en a plein. Il y en a 2-3 qui commencent, là, mais... Puis, tu sais, vous le savez, là, tu passes à Saint-Hyacinthe, c'est des grands champs plats. Fait que nous, on était comme, on n'a pas envie de planter de la vigne dans un carré plat entre 2 champs de maïs. Donc, on s'est mis à chercher, on cherchait une terre le long des rivières, parce que les seuls endroits dans ce coin-là où il y a un peu de relief, c'est le long des rivières. Donc, soit à Richelieu, mais qui est un petit peu plus à l'ouest, moins escarpé, ou le long de la Yamaska, puis de la Saint-François. C'est comme les 3 rivières qui arrivent toutes à peu près à la même place dans le coin de Sorel. Là. Fait qu'on cherchait un peu autour de ces rivières-là pour avoir du relief, des vallons, des expositions. Puis on est tombé sur cette toute petite terre-là qu'on finalement on a acheté sur Centris. Ah oui? À l'époque. C'était juste une terre vierge. Oui, exact. Il n'y avait rien vraiment qui avait été fait sur cette terre-là depuis 40 ans. Un peu de foin, mais sans plus. Okay. Fait que c'est comme une genre de prairie abandonnée qui était
vendu un peu cher à l'époque, sauf que nous, on était comme, on n'a pas besoin d'une grosse terre, on cherchait une petite, tu sais, elle cochait beaucoup de cases. Fait qu'on a fait, OK, go, on y va, on se lance. Puis après ça, ben c'est ça. Fait que ça a été un projet on a acheté la terre en 2011. On a planté, en 2012, on a comme préparé les sols. 2013, on a planté les premières vignes. Puis moi, j'ai embarqué à temps plein dans le projet en 2013, l'année où on a planté les vignes. Puis mon père était encore travaillait chez Gaz Métro à l'époque, Énergir. Et mon père a continué de travailler jusqu'en 2015, qui était l'année de notre première vendange. Construction du chai, première vendange. Puis là, lui a pris sa retraite de Gaz Métro en 2015, puis a embarqué avec moi à temps plein au vignoble. Wow. Ouais. Fait que c'est un peu la genèse. C'est donc bien le fun, merci. Et puis comment, pourquoi, est-ce que c'est parce que vous aimiez le vin en général que vous avez choisi de faire ça? Tu sais, moi je viens pas, puis tu sais, j'ai pas grandi dans une famille où le vin avait une grande place, ou avait, tu sais, comme mes parents buvaient du vin comme le Québécois moyen buvait du vin dans les années 90, début 2000. Fait que, tu sais, il y avait pas une genre de culture vin. Je pense que ce qui nous a le plus attiré là-dedans, je pense que pour mon père, il y avait cette idée d'un peu de retour à la terre, puis de se mettre les mains dans un projet concret. Une entreprise familiale aussi, si t'embarquais, c'est le fun. Là, exact. Puis tu sais, mon père a toujours dit, je l'aurais pas fait si t'avais pas été là, parce que c'est des projets que tu fais sur la durée aussi. Tu sais, tu commences, tu sais, planter un vignoble à 50 ans ou à 55 ans. C'est tough, là. Tu sais, d'un, physiquement, c'est tough, puis de deux, ça prend un certain temps avant d'arriver à maturité. Non seulement de commencer à produire, mais une certaine maturité financière, une certaine maturité en termes de façon de travailler, de vinification. Fait que, tu sais, je pense qu'un projet de vignoble, ça prend tout son sens quand tu l'étires dans la durée, soit parce que tu démarres jeune puis t'en as pour 30, 40 ans à faire du vin, mais surtout quand tu peux éventuellement envisager de passer à une autre génération et passer ça sur plusieurs générations. Fait que les deux, on venait pas du monde du vin. Moi, à l'époque, je travaillais comme consultant dans une petite firme une petite boîte de consultants en développement durable. Quand j'étais revenu au Québec après les études. Puis, mais tu sais, moi comme consultant, ça me frustrait beaucoup. Le travail de consultant, c'est toujours très frustrant parce que tu as des idées, tu as des propositions, mais tu le balances tout le temps ça à un client, puis c'est à eux de le mettre en œuvre, de le mettre en place. Souvent, ils le font pas de la bonne façon. Ils tablettent des trucs, ou t'es comme, mais non, mais ça, c'était super important. Mais évidemment, tu comprends qu'ils ont d'autres enjeux. C'est pas de leur faute, sauf que il y a quelque chose d'hyper frustrant, puis à un moment donné, t'es comme juste, j'aimerais ça le faire moi-même. J'aimerais ça, tu sais, j'ai des idées, j'ai une vision, une façon de voir les choses. J'aimerais ça pouvoir l'amener au bout, tu sais, le faire moi-même. Fait que ça m'a assez rapidement frustré ce côté-là de la consultation, puis j'ai assez rapidement j'en suis venu à la conclusion que j'avais envie de faire de quoi de mes mains. Puis je pense que le pourquoi de l'agriculture, bon, c'est un beau monde, c'est un monde aussi depuis 15-20 ans qui est en grand changement. Tu sais, il y a eu une agriculture pré-révolution industrielle, tu sais, pré-révolution tranquille, là, mettons, là, jusqu'à les années 50, tout ça. Après ça, il y a eu une grosse phase d'industrialisation de l'agriculture au Québec, puis d'augmentation de la taille des fermes, les campagnes se sont vidées. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont passées des années 70 aux années 2000 à peu près. Puis là, il y a vraiment une vague de retour à un modèle d'agriculture différent, beaucoup plus diversifié. On le voit avec toutes les maraîchers. Ouais, les monocultures, c'est de moins en moins. C'est ça. Puis beaucoup de cultures alternatives, beaucoup de nouvelles entreprises agricoles qui se lancent, qui ont des modèles d'affaires différents. En tout cas, fait qu'il y a vraiment quelque chose de super trippant qui m'a un peu happé là-dedans. Et je pense que je suis quelqu'un qui carbure au défi aussi. Puis, tu sais, tantôt je parlais de 2007, 2008, quand tu te remets là-dedans, l'idée de dire, tu sais, là où était la viticulture québécoise, et de se dire non, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien, puis tu sais, ça sera pas facile, mais j'ai le goût de prendre ce défi-là à bras le corps, puis je pense que tu sais, je
Je pense que j'y trouverais mon compte, puis je pense que je peux apporter quelque chose, puis j'ai envie de ce défi. Je pense que l'élément de défi a vraiment pesé dans la balance. Fait que, tu sais, ça aurait, ultimement, je pense que ça aurait pu être autre chose que du vin. Ouais. Mais ça a tombé comme ça parce que la vie, les coïncidences de la vie ont fait que, tu sais, j'avais un oncle qui avait un peu de vigne, on s'est mis les mains là-dedans, puis c'était ça qui nous a parlé. Puis tu sais, on voyait beaucoup ce qui se passait dans Prince Edward County, puis c'est encore, tu sais, il se passe encore des super belles choses, mais mettons, début des années 2000, c'était très hot, le Prince Edward County. C'était comme, wow, tu sais, il y avait une couple de vignobles qui partaient. C'était comme la new frontier de la nouvelle frontière du vin, là, au Canada. C'était comme, hey, ça va être vraiment hot, cette région-là. Puis on était allés, puis on s'est mis à comparer des données climatiques. Entre Prince Edward County puis ici, puis on était comme... C'est assez similaire. C'est assez similaire. Tu sais, la saison est un petit peu différente, un petit peu plus longue à cause de l'effet de lac dans le Prince Edward County, mais souvent, il décolle un petit peu plus tard que nous. Nous, la saison est un poil plus condensée que dans Prince Edward County, mais en termes de chaleur, très, très similaire. Fait que tu te dis, ben, s'ils sont capables de mûrir du chardonnay, du pinot noir là-bas, on est clairement capable de le faire ici. Fait que là, tu sais, tout ça est venu ensemble, puis on a dit, go, on se lance. Saviez-vous quel genre de vin vous vouliez faire? Tu sais, tu dis la culture bio, mais est-ce que vous vouliez faire du vin comme font les Français, ou est-ce que vous vous êtes dit, on va faire un vin typique du Québec, puis on va bien le travailler? Mais comme on était, puis tu sais, j'ai souvent, puis c'est là où je me suis toujours senti un petit peu plus imposteur là-dedans, c'est que tu sais, j'avais pas, mon intérêt, ma culture pour le vin a grandi en même temps que le vignoble. C'est-à-dire que quand on a commencé, tu sais, bien honnêtement, j'avais pas une énorme culture vin. Puis là, puis tu sais comme, mais ça s'est vraiment fait en parallèle. Fait que puis le champ m'a toujours beaucoup plus intéressé que la cuverie, que les vinifs, que les... Ouais. Puis je dis souvent un peu à la blague que vinifier, c'est un mal nécessaire dans mon métier. Parce que ce qui me fait triper, c'est le champ. Puis ceci dit, vinifier, c'est une façon de transmettre tout le travail qu'on a fait au champ. De le convertir, de le transmettre pour que les gens puissent comprendre puis apprécier le travail qu'on a fait au champ. Fait que dans ce sens-là, c'est un mal nécessaire pour montrer tout. Mais mon investissement personnel dans cette entreprise-là, il est beaucoup plus au niveau du champ. Ce qui fait qu'on a toujours fait des vinifs beaucoup plus très simples, très basic. Puis en fait, je suis très content parce que ça permet, on aura peut-être l'occasion d'en parler tantôt, mais tu sais, de vraiment voir aussi l'effet des millésimes, des choses comme ça, parce que je fais pas grand-chose en cuverie. Fait que, tu sais, la réponse à la question, c'est qu'on n'avait pas vraiment idée de ce qu'on voulait faire. Par contre, on avait quand même comme ambition de changer des mentalités puis de changer des perceptions. Puis l'idée d'aller vers des vinifera, puis entre autres, venait de là, de dire, je pense que il faut qu'on réussisse à changer la perception que les gens avaient des vins du Québec. Puis on voulait faire partie de ce renouveau-là, puis de convaincre les gens que ça pouvait être wow. Fait qu'on on a rapidement misé sur, je vais dire du plus haut de gamme, là, mais c'est pas juste une question de prix mais de vin. On voulait pas convaincre les gens qu'on pouvait faire des vins corrects au Québec. On voulait convaincre les gens qu'on pouvait faire des vraiment très, très belles bouteilles de vin au Québec. Mais ça marche. Mais oui, vos vins sont tellement... Moi, je trouve que c'est élégant, les vins de Nival. Ouais. C'est toujours super bien fait. C'est très, très beau. Et puis, en général, c'est des vins qui arrivent à convaincre des gens qui sont pas convaincus des vins du Québec parce que il y a rien qui accroche trop, il y a rien de trop particulier, weird, bizarre. Tu sais, ça reste très classique comme signature. Fait que quelqu'un qui aime le pinot noir puis qui a minimalement d'ouverture va ouvrir une bouteille de pinot du Nival puis va faire, hey, écoute, tu sais quoi, j'ai envie de boire cette bouteille-là. C'est pas genre, ah, OK, ouais, c'est particulier, c'est différent. Écoute, on pourrait je vais m'habituer, tu sais, je dois développer mon palais, non. Puis tu sais, c'est une époque ça aussi où puis on l'a tellement entendu ce discours-là, il faut que les gens comprennent c'est quoi les vins du Québec, il faut que les gens apprennent, non. Et à un moment donné, puis ça a été chouette comme industrie, on a quand même beaucoup changé notre fusil d'épaule. Il reste de l'éducation à faire, puis de l'apprentissage, puis il faut que les gens s'habituent aux vins, tu sais, à certaines
certaines caractéristiques, notamment sur parfois des acidités, des choses comme ça, fine. Mais pendant tellement longtemps, on a dit que le problème, pourquoi les vins du Québec, ça levait pas, c'était que les gens comprenaient pas le vin qui était fait, puis savaient pas l'apprécier et tout. Puis à un moment donné, les vignerons, il y a quand même eu une prise de conscience dans l'industrie que d'un, faut améliorer les produits, puis de deux, c'est pas aux clients à s'adapter à nous tant que ça. C'est aussi un peu à nous ou en tout cas à travailler fort. Puis ça veut pas dire, tu sais, il y a une époque de mode de ménage à trois, puis de fusion, puis de vin rouge boisé sucré. C'est moins pire que ça l'a été. Mais puis tu sais, c'était difficile de faire des vins du Québec qui goûtaient le gros rouge américain que les gens avaient envie de boire au début des années 2000. Parce que les gens comparaient, tu sais, ils voulaient la même chose mais produit ailleurs. Exact. C'est pas. Tu peux pas faire ça. Mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau du Québec pour améliorer les produits, puis aussi. Tu sais, à un moment donné, t'as beau essayer de convaincre le client que l'acidité, ça fait partie de ton ADN comme vin du Québec. Tu sais, quand il y en a trop, il y en a trop. Ouais. Fait que c'est pas au client juste à s'ajuster, c'est à toi comme vigneron à trouver des façons de t'amener ton vin dans un range qui, parfois, est un peu différent, un peu surprenant, mais acceptable et plus facile d'approche pour le client. Est-ce que tu penses qu'on est rendu là? Est-ce que, tu sais, avec toute la technique, le travail que les vignerons ont fait pour s'adapter aux clients, puis au palais des consommateurs québécois, on est rendu où? Moi, je pense qu'on est là. Je pense qu'il y a plus de raison aujourd'hui de faire un vin au Québec qui est soit trop acide ou qui est vert, qui est pas mûr. Les changements climatiques, comme industrie, tu sais, je dis tout le temps, on se réjouira pas du malheur des autres. C'est quand même une catastrophe au niveau mondial. Ben, pour la viticulture québécoise, c'est vrai que ça a apporté certains bons côtés. On mûrit des choses aujourd'hui. Tu sais, je ferais pas les pinots noirs que je fais aujourd'hui il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Il y a vraiment, les saisons se sont nettement allongées. On va chercher facilement entre 10 et 20% plus de chaleur dans une saison aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ah ouais, c'est beaucoup, hein? Donc, ça fait une énorme différence. Et souvent, c'est là que ça se joue. Tu sais, c'est le dernier 2 semaines que tu vas chercher de plus qui fait que, tu sais, c'est la différence entre, mettons, aujourd'hui, ramasser mon pinot le 1er octobre ou le ramasser le 15 septembre. Le 15 septembre, il est pas tout à fait là. Mais il y a quelques années, ben c'était là qu'on se rendait. Tu sais, t'avais pas le choix. Là, après ça, il se mettait à neiger. Fait que tu ramassais. Fait que ces quelques jours-là font que la maturité du raisin est vraiment mieux. Ouais. Puis, ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu là. Tu sais, il y a plus d'excuses. Puis c'est pas juste fait que c'est une question de saison, de changement climatique, de variété plus intéressante aussi. Tu sais, il y a quand même ce qui se plante aujourd'hui au Québec. C'est des cépages qui ont fait leurs preuves, puis c'est des choses qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus intéressantes, puis il y a de plus en plus et de vinifera et d'hybrides très qualitatifs aussi qui sont plantés. Les gens les travaillent mieux, parfois grâce à de la technologie dans le chai. Puis tu sais, je dis pas ça tant d'interventionniste puis de poudre de perlimpinpin, mais juste comme de la technologie qui fait qu'on maîtrise mieux les fermentations. Tu sais, il y a plein de trucs qui font en sorte que on vinifie mieux, mais aussi il y a quand même eu un gros mouvement au Québec vers le vin plus nature et des gens qui se sont dit, parce qu'à un moment donné, c'est quand tu fais du vin nature puis tu t'autorises pas à aller vers l'ajout, la petite poudre qui va régler ton problème d'acidité ou qui va régler ton problème de tanin vert, ou tu dois trouver d'autres façons de le faire naturellement. Donc, que ce soit avec des techniques de vinification, que ce soit avec des façons de récolter ton raisin, des moments, des choses comme ça. Et ça te force à devenir un meilleur dans ce que tu fais aussi. Tu sais, je te mets en cuisine avec 2 poêles, 3 couteaux, puis tu sais, un chaudron. T'es comme ouf. Mais là, tu sais, c'est ça. Mais là, tu te dis, OK, tu sais, faut que je trouve des façons d'être meilleur, tu sais, parce que faut quand même que je livre la même qualité à mes clients. Fait que c'est un peu ça, tu sais, en faisant du nature, tu te mets certaines contraintes, tu t'autorises pas à, ou tu sais, je t'ai dit, t'as pas ton four aujourd'hui, tu sais, c'est tout du Mais tu l'as dit, t'aimes les challenges. Oui, ça allait de soi que tu fasses du vin nature. C'est ça. Puis, mais tu sais, on est beaucoup au Québec qui avons un peu pris cette tangente-là. Puis ça, je pense que ça nous a amené. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les raisins répondent bien. Quand on fait des vinifs plus naturels, puis entre autres la question de l'acidité, quand tu te mets à vinifier sur levure indigène,
t'as beau rentrer des raisins qui, techniquement, sur papier, sont trop acides. Quand on regarde les chiffres, des fois, au vendange, tu sais, notre Vidal, mettons, là, je peux rentrer les chiffres, puis je monte ça à un vigneron d'ailleurs, puis les gens sont comme, mais ça n'a aucun sens. Comment vous pouvez faire du vin avec ça? Tu sais, on a des taux d'acidité sur les Vidal, bon an, mal an, là, qui peuvent être 2 à 3 fois plus élevés que des blancs qui vont être récoltés en Loire, là. Mais pourtant, les levures font leur travail, les bactéries font leur travail, et t'arrives à la fin avec un produit qui est super équilibré, puis qui, oui, a une signature un petit peu plus fraîche, un petit peu plus croquante de vin québécois, mais qui est dans un range tout à fait acceptable et agréable pour les gens. Fait que, je pense qu'en vinifiant de façon plus naturelle, on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de monde au Québec qui sont allés vers ça, ont réussi à aller chercher les plus beaux équilibres sur les vins aussi. Ben, c'est le fun aussi de découvrir vos millésimes comme ça, tu sais, parce que je pense que quand, justement, tu y vas pas de façon naturelle, les vins ont moins des personnalités changeantes d'un millésime à l'autre, puis c'est ça qui est super le fun, là. Puis on le sent, tu sais, tu nous avais déjà amené justement à notre premier anniversaire, tu avais amené quelques vieux millésimes aussi, puis c'est beau parle-nous justement, tu sais, parce que là, vous êtes rendu à combien de... 2024. C'est ce qu'on a en queue, c'est le 10e millésime. 10e, wow, déjà. Comment t'as vu justement ces 10 ans-là d'évolution de Nival? Tu sais, ça a beaucoup évolué. Ben, pas tant que ça, puis beaucoup en même temps. C'est-à-dire que, tu sais, je fais encore du vin aujourd'hui pas mal de la même façon que je le faisais en 2015. C'est-à-dire que les vinifs puis tout ça ont pas tant changé, puis j'en parlais tantôt. J'essaie vraiment, tu sais, le Pinot Noir est probablement un très, très bon exemple. Tu sais, on en fait, les entêtés, on fait cette cuvée-là depuis la toute première année. On en a fait à tous les ans. Puis, sauf en 2016 où on a fait on avait mis un peu de Vidal en tout cas, ça avait été une drôle d'année 2016, mais sinon, autrement, ça a pas mal toujours été la même façon, tu sais, on rentre le raisin, on les grappe, des fois on laisse un petit peu de grappe entière, mais pas beaucoup, les mêmes genres de temps de cuvaison, les mêmes élevages en barrique, donc, tu sais, c'est vraiment super similaire. Fait que quand on goûte deux Pinot Noirs, tu sais, tu goûtes 2020 versus 2021 versus 2022, ben à un moment donné, c'est juste le millésime qui parle. Fait que quand t'as un petit peu plus de rondeur, un peu plus d'acidité, plus de tanin, moins de tanin, tu sais, tout ça vient beaucoup du millésime qu'on a vécu. Fait que, en ce sens-là, ça a pas tant changé. Il y a eu des essais, il y a eu des choses qu'on a faites sur les cuvées qui sont, tu sais, des cuvées éphémères qu'on refait plus. Puis il n'y a pas eu tant de cuvées malheureuses ou, tu sais, d'essais malheureux, honnêtement. Mais il y a des choses, par contre, qu'on a faites, qu'on a beaucoup aimé, qu'on a ramené. Mais la trame principale a pas trop changé. Je pense que la chose qui a le plus changé, c'est peut-être plus dans ma tête ou dans la façon d'approcher ça, où il y a plus de confiance. Tu sais, les premières années, t'as toujours la chienne de manquer ta shot, d'une part parce que financièrement, tu peux pas te permettre, pourquoi que je peux pas bien me le permettre plus aujourd'hui, mais au début, tu sais, il faut, puis c'est tes premières cuvées, tu veux que ça soit bon, tu veux que les gens aiment. Les vignes sont jeunes, fait que déjà là, tu sais que tu pars avec tu sais, une prise en partant parce que tu n'auras pas la complexité de raisins qui proviennent de vignes un petit peu plus établies. Puis là, tu sais, tu as besoin que ça soit bon, tu as besoin que les gens aiment et tu as besoin que ça décolle, que ça se vende bien parce que tu as besoin des sous. Fait que là, tu sais, les premières années, il y avait beaucoup plus d'inquiétude, beaucoup plus moins d'amour, plus de stress. Ouais, exactement. Puis moins de confiance en soi et dans l'exécution des gestes, mais aussi par rapport à l'appréciation du public. Tu sais, puis moi, les premières années, puis j'ai eu plein de discussions avec des sommeliers par rapport à ça. Tu sais, j'avais toujours la chienne qu'on fasse un vin qui était pas à la hauteur, puis que les gens en achètent pas. Tu sais, fasse juste comme ah ben non. Puis tu sais, j'ai eu quand même quelques sommeliers, dont entre autres Émilie Campo qui était au Candide avant, puis qui m'avait déjà dit, tu sais, écoute, même si nous, tu sais, toi ta job c'est de faire du vin, puis nous on est conscient que tu travailles avec la nature, puis si une année c'est plus tough, ben ça va être notre job à nous comme sommelier d'expliquer aux clients, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Après, il faut que le vin soit minimalement bon, mais tu sais, c'était un genre de, on va pas te lâcher parce qu'il y a une année, c'est pas aussi bon qu'on aurait souhaité ou que l'année d'avant. Puis tu sais, fait que ça, puis après ça, cette espèce de
sais, les premières années, c'est toujours, chaque millésime est meilleur que l'autre d'avant parce que t'es meilleur, les vignes prennent de l'âge, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, là, ça monte, tu sais. Puis nous, 15, 16 avait été plus tough un peu. 17 a été un super millésime, ça a été comme grandiose, les 20. Puis là, t'arrives à 18, OK, tu sais, pas pire. Puis là, 19 millésimes de merde, c'est vraiment difficile dans le... Oh, livraison de fromage. On va prendre une petite pause. On parlait de quoi, là? On parlait des millésimes. Je peux le reprendre. Je faisais comme... Oui, vas-y. Oui, mais en fait, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que... tu sais, on a commencé 2015, 2016, 2017, qui avait été un super beau millésime. Fait que, tu sais, chaque... on arrivait à 2019, que c'était pas bon. Exactement. Puis là, tu sais, 2017, 2018, qui avait été bien, mais tu sais, comme, pas comme 2017. Puis là, 2019, une année, tu sais, ça a vraiment été dans les 10 millésimes qu'on a fait. C'était le pire en termes de météo, la saison avait été froide, ça avait comme, on avait des gels à la fin septembre, ça avait comme coupé super abruptement, fallait rentrer le raisin, c'était pas très mûr, en tout cas. Puis tu sais, c'est tough parce qu'à un moment donné, tu t'en vas, tu sais, tu veux comme que chaque millésime soit meilleur que celui d'avant, tu veux toujours arriver dans un restaurateur ou un sommelier puis dire hey, non mais t'as pas attends de goûter le prochain, tu sais. Puis là t'es comme ouais non, attends pas trop de goûter le prochain. Puis mais à un moment donné puis tu sais dans toute cette espèce de recherche d'humilité et de confiance en soi et de tout ça là-dedans, tu sais j'en suis arrivé à me dire mais tu sais quoi Matt, pour qu'il y ait des grands millésimes, il faut qu'il y en ait des moyens. Puis des moins bons, tu sais parce que sinon ils seraient pas grands, ils seraient normaux. Tu sais si la normale est là, tu sais si ton grand millésime il est là, ta normale peut pas être là, ta normale est là. Puis des fois tu as des années que tu fais genre oh my god, puis des fois tu as des années qui sont juste corrects. Puis les gens ils vont l'acheter même si c'est juste correct. Puis on boit tous plein de vins qui sont bons, qui nous transcendent pas, mais que samedi passé, quand on a ouvert ça au souper, ben c'était le fun avec le souper, puis c'est tout. C'est ça, fait que tu sais, puis on veut tous comme vignerons, on veut toujours faire le plus grand vin du monde. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens boivent une bouteille de vin pour avoir du plaisir avec leur repas, puis ça finit là. Fait qu'à un moment donné, je dis pas ça comme une genre d'apologie de la médiocrité, là, ça faut juste faire que ça. Mais c'est pas grave, puis c'est normal de pas toujours faire des vins grandioses, puis la majorité des vins qui se boivent, c'est des bons vins. Puis c'est ça notre objectif, c'est que la personne, tu sais, quand elle met la bouteille sur la table, on le sait que parfois, ça va être wow. Parfois, les gens vont vivre un grand moment, mais à plein d'autres moments, les gens vont avoir acheté la bouteille, vont la boire, vont l'apprécier, puis ce sera pas un échec parce que ça n'a pas été la plus grande bouteille de leur vie. C'est non. La job de cette bouteille-là, c'est de procurer un beau moment, tu sais, à table, généralement, ou à l'apéro, ou whatever, de partage avec les gens. Fait que, tu sais, écoute, c'est une grande réponse pour raconter comment j'ai évolué dans le temps. Mais tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a juste, tu sais, je suis plus, c'est plus facile aujourd'hui de faire des vins de nature parce que il y a comme une genre de confiance aveugle de genre ça va être correct là. Tu sais, je le sais que ça va être bon. Je goûte, tu sais, même souvent en cuverie, je goûte moins souvent les vins qu'avant. Je suis comme ça va. Puis tu sais des fois tu goûtes puis t'es comme un petit peu de réduction, un petit quelque chose. Tu sais, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, on parlait de Geneviève Tisdel tantôt. Geneviève est venue au vignoble parce que l'année dernière, j'ai pas eu une énorme récolte. C'est correct, un petit peu en dessous de la moyenne, tout ça. Puis Geneviève a eu une très, très grosse récolte. Puis là, à la fin de la saison, elle me dit hey, là, j'ai trop de vidal, genre je sais plus où le mettre. Comme, t'en veux-tu? Puis j'étais comme, tu sais, puis elle savait que j'avais pas eu une grosse récolte, fait que elle me dit t'en veux-tu? Puis là j'étais comme du Vidal, tu sais, c'est comme quand même ça que j'ai récolté le plus cette année, fait que encore du Vidal, puis je retourne ça dans ma tête, puis après ça je fais comme tu sais quoi, tu sais, honnêtement là je manque de vin un peu là, fait que je manque de jus cette année, fait que go. Bref, elle m'a vendu du Vidal, puis tu sais je le sais qu'il était super bien cultivé, il est certifié bio, etc. Fait que je dis c'est la première fois j'ai jamais acheté de raisin. Mais là, go, on le fait, puis petite primeur, on va sortir un mousseux en canette, une petite bulle à partir de ce Vidal-là, ouais, un petit peu plus tard, en début d'été. Fait que, on va en vouloir. Ouais, c'est clair. Fait que,
Mais bref, tout ça pour, tu sais, une grande boucle pour dire que Geneviève est venue chez nous il y a 3 semaines. Puis là, on goûte à ce vin-là, tu sais, qu'on va mettre en canette dans 2 semaines. Puis là, je goûte, puis j'étais comme, ah ouais, c'est un peu réduit quand même, tu sais, puis on en jasait, puis c'est comme, bon, faudrait que éventuellement que je le soutire, puis je regoute il y a 2 jours, puis c'était comme, c'est impeccable, c'est super beau, c'est super ouvert, Fait que, tu sais, avant, j'aurais plus été stressé écoute, tout de suite, je mets ça dans mon horaire, dans 3 jours après, il faut que je soutire, il faut que... T'es plus relax, tu laisses un peu... Je laisse aller, il y a une genre de confiance que les choses vont aller, mais aussi une meilleure idée de quand est-ce que c'est vraiment dangereux, tu sais, à quoi il faut faire attention, quand est-ce qu'il faut juste un peu fermer les yeux puis dire ça va aller, puis quand est-ce qu'il faut voir les signaux puis faire comme oh ok ça c'est pas chouette. Fait que c'est ça, fait que tu sais ça a été un peu ça l'évolution puis les vins même s'ils gardent un peu la même tangente, là on le voit aussi, les vignes vieillissent, on va chercher plus de profondeur, plus de complexité dans les vins. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a définitivement des vins plus intéressants que ce que je faisais il y a 6, 7 ou 8 ans. Quoique les bouteilles sont encore vraiment chouettes, puis on a, tu sais, j'ai une bonne réserve quand même, j'ai une bonne cave de garde, une bonne archive, puis tu sais, ça m'arrive de rouvrir des bouteilles de 2015, de 2016, de 2017, puis ça vieillit super bien. Fait que, j'ai bien hâte de voir comment les 23, les 24 vont vieillir. Si ça a si bien vieilli, il y a quand même de bonnes chances que la suite soit le fun aussi. Ça donne soif. Ouais. Est-ce qu'on ouvre un petit millésime? Ben oui, on parlait de bulles de Vidal. Donc ça, c'est pas la canette, évidemment. C'est notre cuvée, ces petits imprévus qui est qui est désormais un classique, là, une bulle à base de Vidal, un pétillant naturel. C'est le nouveau millésime, donc c'est ce qui s'en vient dans les. C'est le nouveau. Vas-y. Je me lance. Mais donc puis c'est ça, tu sais, quand on s'est dit on va acheter du raisin, du Vidal, là c'est comme comment on fait différent. Parce qu'on voulait pas assembler, on voulait pas refaire la même chose, tu sais, faire un petit imprévu de 2. Puis c'est là que l'idée de la canette est venue. Puis c'est le fun parce que même avec, tu sais, on se rend compte que le profil du vin est vraiment pas pareil. Tu sais, que le Vidal que nous on a récolté, puis le Vidal qui a été récolté par Geneviève au Bacchante, c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est quoi la différence? Ah ben le nôtre est beaucoup plus tu sais, puis vous allez le goûter là, il est très poire, tu te mets le nez là-dedans, ça sent presque les poires dans le sirop. Ben je le sens juste là, il y a vraiment c'est super beau. Tandis que Geneviève, il y a le côté beaucoup plus tropical qu'on peut aller chercher dans le Vidal aussi. Fait que fait que ça va être assez intéressant de. Est-ce que c'est une collabo qui va se reproduire, vous pensez? À suivre, on verra. Je sais pas, tu sais, c'était un peu un one-off cette année, surtout parce que, bon, j'avais pas une grosse... C'est très bon, je vous invite à y aller. Merci d'ailleurs de partager ça avec nous. C'est parfait pour l'enregistrement de podcast le matin, une petite bulle, tout en légèreté, tu sais, on est à 10% d'alcool. Tu sais, c'est notre bulle de début d'été, c'est comme une affaire terrasse, quand il fait beau, il fait chaud, puis... De déjeuner, de fin de soirée, de n'importe quand. Moi, je dis tout le temps que la bulle, c'est bon à tout moment. Tu dis un déjeuner de fin de soirée? Un déjeuner ou une fin de soirée? Ben, ça peut être un déjeuner de fin de soirée aussi, Irma. Des fois, quand tu veilles à 7 heures, hein? Oui, c'est ça. C'est le fameux déjeuner de fin de soirée. Tu sais, comme quand on a un lunch à 11h30 le soir, là, des fois, après un shift. Fait que c'est toujours une cuvée qu'on sort, tu sais, au printemps comme ça. Retour des beaux jours, puis... Tu sais, je trouve que ça fait juste tellement été, printemps, renouveau. Ça donne envie qu'il fasse chaud. Hey, mais santé! Santé, merci tellement. Merci. Merci à vous. Oh, c'est beau. C'est le fun. Ouais. Puis tu sais, c'est une bulle, on est toujours plus bas en pression que, mettons, un mousseux en méthode trad. C'est tout délicat. C'est plus une bulle comme crémeuse que moussante. Tu sais, j'aime dire plus que... Ah, que c'est beau. Très contente d'avoir reçu notre commande en même temps que toi tantôt. On fait d'une pierre deux coups. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'elles vont se retrouver sur les tablettes tout de suite après. Ouais. Ah! Moi, j'aimerais ça, Mathieu, que tu nous parles de ton rôle de président du Conseil des vins, parce que honnêtement, on sait pas vraiment, mais qu'est-ce que le Conseil des vins du Québec? Pour vrai, on se demandait, Kat et moi, on se disait, mais on sait pas trop c'est quoi leur mission, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi t'as accepté ce poste-là, tout ça, plein de questions. T'as pas eu le On choix? m'a tordu le bras. Non. On m'a gentiment tordu le bras. Gentiment, OK. J'ai accepté qu'on me torde le bras. Okay. Non, c'est ça. En fait, j'ai pris la présidence du Conseil des vins il y a un petit peu plus qu'1 an.
Félicitations pour ça, d'ailleurs. Merci. C'était Louis Deneau au vignoble Sainte-Pétronille qui était président avant. Puis, Aucune relation. De nous. Ouais, de non. Okay. Ah, ben oui, c'est vrai. Dieu, J'ai pas, oui. Aucunement, c'est vrai, moi non plus, j'avais pas. Il y a déjà quelqu'un qui m'a posé la question, mais non. Donc c'est ça, c'est Louis qui était président. Il était là pendant 4 ans à peu près. Puis on m'a gentiment invité à prendre la présidence. Moi, ça faisait déjà j'avais été sur le CA il y a quand même 5-6 ans. J'avais pris une petite pause. J'étais revenu sur le CA. Fait que bref, j'ai accepté de prendre la présidence. Le Conseil des vins, c'est notre association d'industrie là, pour l'industrie des vins du Québec. Donc, ça regroupe sur les 170-180 vignobles qu'il y a au Québec, on a à peu près 115 membres ou quelque chose comme ça dans le Conseil des vins. Oui, puis tu sais, en termes de production, on est plus de 95% de la production québécoise qui fait partie du Conseil des vins. Donc souvent ceux qui sont pas membres, c'est soit des petits vignobles, des gens un peu excentrés ou qui sont vraiment mais tu sais, on représente vraiment la grande majorité de l'industrie. Puis on est comme l'interlocuteur de l'industrie pour le gouvernement, pour les différents intervenants comme ça. Puis ça a beaucoup grossi dans les dernières années, depuis 5-6 ans, le Conseil des vins. On a longtemps été plus comme 60-70 vignerons, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui se sont joints dans les 5-6-7 dernières années. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de vignobles au Québec maintenant ou c'est juste que les gens ont plus embarqué? Mais les deux, en fait. Okay. Je te dirais que oui, il y a plus de vignobles, donc il y a plus, forcément, il y a plus de gens qui sont susceptibles de joindre. Mais aussi, il y a beaucoup plus de monde qui ont embarqué parce que, tu sais, on a fait pendant des années, tu sais, on s'entend que c'était une industrie de plus petits vignobles qui, tu sais, tout le monde essayait d'un peu de tirer son épingle du jeu avec des vins qui avaient assez peu de visibilité, et là, il y a vraiment eu une vague quand même d'intérêt 2017, 18, 19, 20, puis là, dans la pandémie, puis tout ça. Fait que l'industrie prend vraiment son envol depuis une dizaine d'années. Puis on sent que les gens ont envie de s'investir dans l'industrie aussi, puis tu sais, de faire partie de cette association-là qui les défend, puis qui pousse des... Puis on s'entend qu'on est le secteur de l'alcool, là, en général, au Québec, qui est comme très archaïque, on en parlait tantôt, hein. Fait que tu sais, il y a beaucoup de travail à faire, puis je pense que les gens ont compris que on était plus fort en équipe. Et c'est une espèce de roue qui tourne, c'est plus il y a de monde qui embarque, plus puis même tu sais, puis il y a une question financière, il y a des cotisations derrière ça, donc plus qu'on a de cotisations, plus qu'on peut investir, plus qu'on peut aller chercher aussi des subventions près du gouvernement, plus qu'on peut investir en marketing, plus qu'on peut embaucher de gens qui vont être capables de prendre des dossiers, de faire de la représentation, fait que tu sais, c'est comme une roue qui tourne. Puis là, plus on fait d'avancer, ben plus les gens ont envie de se joindre pour faire partie du mouvement. Fait qu'on est comme dans cette espèce de beat là actuellement, et tu sais, on le voit depuis 10 ans. On a fait des pas de géant comme industrie. Fait que le Conseil des vins fait tout ce qui est représentation gouvernementale, lobbying là, au sens large là, pour changer des lois, améliorer les choses pour l'industrie. On fait beaucoup au niveau marketing aussi. Donc, tant auprès de consommateurs finaux, là, monsieur, madame, tout le monde de particulier, certaines initiatives, mais aussi au niveau auprès d'ambassadeurs, de sommeliers, puis tu sais, vous l'avez manqué parce que l'année passée on n'en a pas fait, mais parce que pour des raisons entre autres de subventions qui est arrivé trop tard et tout, mais on a fait pendant plusieurs années des activités estivales, une genre de journée estivale avec plein de sommeliers, plein d'épiciers qui vendent les vins du Québec, tout ça. Fait que tu sais, on l'a déjà fait au Domaine du Fleuve, juste à côté ici, à Varennes, on l'a déjà fait à Sainte-Pétronille, fait que tu sais, il y a eu des événements comme ça pour l'industrie, mais beaucoup de collaborations avec des événements, des choses comme ça. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se font au niveau marketing, au niveau de la SAQ aussi. Tant au niveau de discussion et de représentation auprès de la SAQ qu'au niveau d'initiative marketing pour la catégorie vin du Québec. C'est là où on sort c'est pas un vignoble qui fait de la promo pour lui-même, mais c'est comment on peut le mettre de l'avant, les vins du Québec, l'industrie des vins du Québec, structurer ça. Donc, beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là, de la recherche et développement aussi. Donc, on est comme
On est, c'est pas nous qui faisons les projets de recherche, mais on est partenaire avec, entre autres, le CRAM, qui est le Centre de recherche en agriculture de Mirabel, qui est le point central de la recherche en vigne, en pomiculture aussi beaucoup au Québec, avec ces gens-là, avec Agriculture Canada, avec le MAPAC, beaucoup de relations avec les autres provinces aussi, au niveau de la recherche et du développement, puis de plus en plus au niveau de la représentation, au niveau canadien, là, l'espèce d'axe pan-canadien de collaboration pour faire avancer les dossiers au niveau de l'industrie viticole. Pendant longtemps, le Québec a été un peu tout seul dans sa gang. Tu avais le reste du Canada qui collaborait, puis tu avais le Québec tout seul. Puis de plus en plus, on a des super bonnes relations avec l'Ontario, avec la Colombie-Britannique, où on est capable de s'entraider, de se fider, de faire de la représentation ensemble au niveau fédéral aussi. Fait que est-ce qu'il y a des vins du Québec en Ontario de disponibles ou de parce que tu sais nous ici on en a des vins de l'Ontario d'ailleurs au Canada là, il y a rien qui nous empêche de le faire. On peut le faire, mais la réalité c'est que pendant les 10 dernières années, quasiment tout le monde au Québec écoulait, tout le monde qui était peut-être plus susceptible d'envoyer des vins ailleurs au Canada, écoulait son stock comme ça, tu sais, ici. Fait qu'à un moment donné, puis c'est sûr que c'est un peu la même logique pour le vigneron ontarien au Québec versus nous avec la LCBO. C'est comme la SAQ, là, tu sais, c'est des monopoles de provinciaux qui doivent traiter tout le monde de la même manière, donc ils vont nous appliquer la même majoration qu'ils appliquent à un vin français. Et comme nos coûts de production sont quand même assez élevés, si je veux vendre en Ontario à un coût raisonnable, il faut quand même beaucoup baisser nos prix pour que ça ait du sens. Donc, l'opportunité de le faire ici, c'est mieux de le faire ici que... Mais tu sais, nous, on en a vendu un petit peu en Ontario. Bergeville en a un petit peu en Ontario aussi. Quelques-uns, Pinard et Filles. J'essaie de penser à... Je pense que Zach à l'Espiègle en a envoyé... Qui en a envoyé ailleurs au Canada. Je ne sais pas s'il en a envoyé en Ontario. Mais il y a quelques vignobles qui vendent un petit peu hors Québec. Mais c'est marginal. Ouais. T'as touché le point du coût de la production. Tu sais, souvent, les gens nous demandent pourquoi c'est si cher, les vins du Québec. Mais... Tu sais, moi, je réponds souvent, la réalité, c'est que c'est pas si plus cher que ça, les vins du Québec. Tu sais, je dis souvent aux gens, il y en a dans toutes les gammes de prix. Tu sais, tu vas à la SAQ, il y a des bouteilles de vins québécois. Oui, elles sont moins uniques, ça sera peut-être pas le petit producteur bio, nature, full niché. Mais, tu sais, t'as des bouteilles de vins québécois à la SAQ, très bonnes, très agréables à boire, sans défaut, très équilibrées, etc., qui vont se détailler 18, 20 $, 20, tu sais, 18, 20 $ la bouteille. La seule strate où on n'est pas, vraiment, là, c'est les très petits prix, là, les vins en bas de 15$. Tu sais, on oublie ça, le Québec, on sera jamais là. On n'a pas les économies d'échelle, les surfaces pour faire ça. On n'a pas le climat pour faire ça. On n'a pas, tu sais, le coût de main-d'œuvre, le coût des terres. Ça prend beaucoup de bouteilles aussi pour arriver à ça. C'est presque louche, là, un vin en 15 $, je m'excuse, là, mais comment c'est fait, ce vin-là? Exact. C'est juste quand tu regardes les coûts, parce que bon, il faut savoir que pour qu'il soit, mettons, 15$ à la SAQ taxine, tu sais, c'est un vin à 13,50 à peu près, 13 $. Là, il y a la majoration, il y a tous les frais. Fait que tu sais, c'est un vin qui part, le vigneron reçoit 1,5 $, là, tu sais, 2 piastres la bouteille. Puis là, c'est comme, attends, le coût de la bouteille, le coût de, tu sais, de la caisse, tout ça. Puis là, à un moment donné, il reste quoi pour le travail? Il reste quoi pour... Fait que, bref, tout ça pour dire que... puis bon, après, souvent, c'est dans d'autres pays, c'est des industries qui sont quand même fortement subventionnées aussi. Donc, c'est une des raisons pourquoi les gens arrivent à sortir des bouteilles à prix assez bas. Mais tout ça pour dire que dans cette catégorie-là, bien honnêtement, il y a très peu de vins québécois qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en bas de 15 $. Par contre, tu sais, dès que... Puis en bas de, mettons, 16-17 $. Par contre, c'est même en dessous des 20 $, il y a des vins québécois qui sont très bien faits, qui, tu sais... Après, est-ce qu'ils sont... Est-ce que ça va être la bouteille la plus grandiose que tu vas avoir bu de ta vie? Peut-être pas. C'est correct, on n'en demande pas tant un vin qu'on paye 18 $ à la SAQ. Mais après ça, c'est sûr que si tu as envie d'aller vers le petit producteur, tu sais, qui a une terre de 4 hectares, qui travaille en bio, qui a des animaux dans son champ, qui est en nature, qui, tu sais, ben oui, au Québec, tu vas peut-être payer 30, 35, 40 $ la bouteille. Mais bien honnêtement, tu sais, regarde sur ici en arrière, si tu veux, le petit vignoble autrichien, nature, bio, de la petite famille qui a sa maison puis qui cultive sa vigne de façon full naturelle, c'est pas vrai que tu vas payer 22$ la bouteille, là.
tu vas payer 30, 35, 40 $ la bouteille. Fait que je pense que après c'est une question de qu'est-ce que tu as envie de payer pour, tu sais, toi, le vin, ça représente quoi pour toi? Moi, je dis souvent, tu sais, il y a des gens qui vont payer 15-20 000 $ pour un système de son dans leur maison puis des haut-parleurs. Il y en a qui vont payer 800 $ pour un billet de spectacle pour être en bas dans le pit, puis le spectacle était juste, tu sais, j'étais allé voir Taylor Swift à Toronto, puis parce qu'elle venait pas à Montréal, puis j'ai payé l'avion puis la nuit d'hôtel puis tout ça, parce que j'avais envie de faire ça, parce que moi je trippe dans un show de musique. Ben il y a du monde qui trippe sur le vin. Puis il y a du monde qui vont dire, ben moi je vais mettre 40, 50, 60 $ la bouteille. Puis ça me dérange pas parce que moi c'est mon plaisir. Moi le système de son, je vais avoir un système de son cheap chez nous, puis une télé 40 pouces, puis ça me satisfait. Mais par contre, je vais me payer des belles bouteilles de vin. Donc tu sais, à chacun son trip. Il y a peu de gens qui peuvent se payer tout ça. Ouais. Mais si toi ce que t'aimes c'est le vin, puis t'aimes les petits, tu sais, t'aimes ça découvrir des pépites produites en petite quantité d'un petit producteur, ben oui, tu vas payer un petit peu plus cher. Par contre, si tu payes, moi je suis fondamentalement convaincu que dans la majorité des cas, la bouteille québécoise vendue à un prix X, elle est de qualité équivalente à la bouteille étrangère vendue au même prix du même genre de producteur. Donc, si tu prends un vin québécois à 18 $, puis tu essaies de le comparer au petit producteur bio d'Espagne, qui va vendre la bouteille 40 $, tu vas peut-être dire, ouais, le vin québécois. Mais c'est vrai, mais tu compares des pommes avec des oranges. Puis, tu sais, donc, si tu compares, tu sais, bouteille pour bouteille, un pinot noir du Québec que tu vas payer 35-40 $ la bouteille, avec un pinot noir je sais pas moi, un pinot noir de Sancerre ou un pinot noir d'un village en Bourgogne ou un chardonnay québécois à 35 $ versus un chardonnay québécois versus un chardonnay du Mâconnais ou du Jura d'un petit producteur bio à 35-40 $. Honnêtement, tu sais, peut-être que tu vas préférer celui de mais la qualité c'est une question de goût ouais, parce que la qualité, tu sais, objectivement la qualité elle est là. Donc je pense que c'est pas fair de dire que les vins québécois sont trop chers. Sauf que l'affaire, c'est que publiquement, de quoi on a parlé, puis dans nos cercles de vos clients, de mes clients, de quoi on parle depuis 10 ans en termes de vins québécois? On parle des Pervenches, on parle de Nival, on parle de Pinot Réfé, on parle des producteurs qui se sont positionnés un petit peu plus dans un petit peu plus haut de gamme. Donc, les gens vont associer, ont beaucoup associé vin québécois à cher. Mais c'est une strate, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit pôle parmi les 140 J'avoue que moi-même, j'avais pas réalisé parce qu'en fait, je consomme pas de vin québécois autre que ce qu'on a ici, puis nous, ben c'est ça. Mais on les choisit justement parce qu'on les adore, les produits qu'on retrouve sur nos tablettes, tu sais. Puis nous, on n'ira pas voir Taylor Swift à Toronto. On va boire une tête on va boire un entêté à 40 $, clairement. C'est quoi les défis ou les gros projets que vous avez en branle avec le Conseil des vins québécois? En ce moment, on travaille beaucoup au niveau réglementaire, là, d'essayer d'alléger un petit peu le fardeau des vignerons. Il faut savoir que l'industrie du vin, l'industrie de l'alcool en général, c'est une industrie qui est fortement réglementée. Nous, on traite avec le MAPAC, parce qu'on est des agriculteurs. On traite avec le ministère de l'Économie, parce qu'on est dans le milieu de l'entrepreneuriat, tout ça, beaucoup de programmes d'aide et tout ça, c'est le ministère de l'Économie. On traite on travaille avec la sécurité publique et la RAGJ. Donc, la RAGJ qui est sur la Régie des alcools, qui est sous la sécurité publique. On travaille avec les finances et la SAQ qui est sous le ministère des Finances. Mais c'est ça, mais aussi avec la SAQ. Fait que, tu sais, on a une panoplie d'intervenants. C'est très lourd. C'est épuisant juste d'entendre les nommer. Là. C'est que c'est toutes des grosses structures en plus. Fait que et tout le monde gère un petit bout. Et se parle pas. Personne n'est dans l'amour de la vigne, là. Non, c'est plus de l'économie. Ouais. Fait que c'est très laborieux, et on est beaucoup depuis les 10 dernières années, puis tu sais, l'UPA est sorti beaucoup par rapport à ça, par rapport aux agriculteurs. On est beaucoup dans l'ajout de nouvelles réglementations, de nouvelles obligations de rapports ou de suivi, de choses comme ça. Et chacune de ces nouvelles demandes-là, elle est là pour une raison, elle est pertinente,
sais, comme là, il vient de nous tomber tu sais, il y avait toute la question de la consigne sur le verre qui a finalement été reportée, mais qui est un espèce de fiasco, en tout cas. Je sais pas si on rentrera là-dedans, mais avec Éco-Entreprise Québec qui a pris le relais parce que la consigne est reportée, on retombe sous le régime où il faut financer les programmes de recyclage au Québec. Donc, c'est les producteurs, c'est les gens qui mettent en marché des matières recyclables qui doivent financer ça. Mais là, tu sais, il y a eu comme la consigne est repoussée, on retombe sur l'ancien régime. Puis là, l'ancien régime, ils ont décidé unilatéralement qu'ils faisaient exploser les coûts. Donc, il y a des vignerons, tu sais, un vigneron comme l'Orpailleur, qui est un petit peu plus gros, mais passe d'une facture annuelle de 15 000 $ à une facture annuelle de 70 000 $. Donc, c'est juste à cause de la consigne? Ben, à cause que on retombe, vu que la consigne est repoussée, toutes nos bouteilles retombent dans la cour de Éco-Entreprise Québec qui finance le recyclage au niveau des municipalités. Mais eux avaient décidé d'augmenter les coûts de façon importante parce que la consigne allait rentrer en place. Mais finalement, la consigne rentre pas. En tout cas, mais tout ça pour dire que, tu sais, l'intention de base, elle est bonne. Tu sais, la consigne, on est tous d'accord. Le financement du recyclage, on est tous d'accord. Puis, à un moment donné, ben, c'est la RACJ qui arrive avec, on va faire un certain contrôle au niveau, je sais pas moi, de s'assurer que vos étiquettes sont conformes, s'assurer que votre analyse de laboratoire elle est conforme. Puis là, en même temps, mais l'étiquette, faut qu'elle soit conforme chez Écocert, si t'es bio aussi. Fait que là, tout le monde check l'étiquette. La SAQ, ton produit rentre dans la SAQ, la SAQ va checker ton étiquette. Puis là, mais tout ça est valide individuellement, mais quand tu mets ça tout ensemble, c'est lourd, hein? Mais ça n'a aucun bon sens. On a estimé au CVQ que pour un vigneron bien organisé, là, tu sais que ces systèmes sont en place, c'est bien pensé, tu as des fichiers Excel qui calculent des affaires et tout, on passe l'équivalent d'1 mois et demi à 2 mois par année de temps personne dans de l'administratif. Pas facturer des clients, là, pas facturer des clients, faire ta conciliation bancaire, des choses comme ça, là. Des rapports, des formulaires à remplir avec le gouvernement, des choses comme ça. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, mettons, je passe un mois et demi par année à faire de la paperasse. Au-delà de la gestion de mon entreprise, là. C'est juste parce qu'on est dans l'alcool puis parce qu'on est dans... Je me doutais que c'était beaucoup, mais je pensais pas à ce point-là. Fait qu'on est beaucoup... Ça, c'est dans les grosses priorités. Puis c'est plate parce que c'est pas sexy, là, faire ça. Là. On n'est pas en train de vendre du vin du Québec, là, on est juste en train d'essayer. Puis les tuiles nous arrivent tellement vite qu'on n'a même pas le temps de dérégler qu'il y en a de nouvelles. Fait que là, on est beaucoup là-dedans, essayer de simplifier ça pour les vignerons. On mène des combats, tu sais, en termes d'allègement réglementaire, tu sais, notamment la livraison, là. On peut encore uniquement livrer nos bouteilles de vin nous-mêmes. Ouais, ça n'a pas de sens. Surtout que vous, tu sais, j'imagine que vous livrez beaucoup, mettons, dans le secteur de Montréal, tout ça, mais les vignobles sont généralement pas très proches. Non, fait que là, de vous dire que vous prenez, ça doit vous prendre énormément de jours par année de livrer vous-même les... On calculait que excuse-moi, je prends juste une petite pause. Je sais pas si c'est un livreur ou... Non. Non, OK, c'est bon. Il avait l'air de rentrer d'un pas décidé. Je pense qu'il cherche une salle de bain. Ah, OK. C'est bon. Fait que j'allais dire, tu sais, on calculait... j'essaie de me souvenir des chiffres en plus parce qu'on l'a travaillé avec Mélanie, ce dossier-là, auprès du gouvernement, mais écoute, de mémoire, c'était... c'est ça, autour de 5-6 $ la bouteille pour un petit vignoble là, qui est pas super optimisé, qui est pas, tu sais, quand l'Orpailleur livre, c'est autre chose là, ou Rivière-du-Chêne, ils sont un petit peu plus rodés, puis ils remplissent plus leurs camions puis tout ça. Mais on comptait que un petit vignoble normal au Québec, là, quelqu'un comme nous qui fait 20-25 000 bouteilles par année, dans la majorité des cas, il en coûte à peu près 5 $ la bouteille de frais de livraison. Parce que, puis on pourrait couper ça en 4 si on pouvait faire affaire avec un distributeur. C'est beaucoup. Parce que moi, quand je prends mon véhicule, nous, on est chanceux Unival, on a un bon, tu sais, on a beaucoup d'intérêt pour nos vins. Quand on met en marché, souvent ça part d'un coup. On fait des livraisons, tu sais, ma camionnette est remplie, je peux m'en venir à Montréal avec 70 caisses de vin. Je fais 20 arrêts dans ma journée, tac, 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 toutes mes caisses sont livrées. Tu sais, c'est quand même pas pire optimal. C'est quand même 20 arrêts, tu sais, dans le sens où, tu sais, nous, mettons, on commande ici, on va pas te commander 17 caisses de vin, là, on va te commander 2, 3, 4 caisses. C'est ça. Mais tu sais, honnêtement, nous, on réussit à assez bien l'optimiser. Mais le vigneron québécois qui vend pas, tu sais, je veux dire, aussi instantanément que nous autres, qui est obligé de dire, ben moi, à Montréal, il faut que j'y aille aux 2 semaines,
livrer 10-12 caisses, tu sais, une caisse là, 2 caisses là et tout, ben c'est là où ça devient, tu sais, il faut que tu partes de l'Estrie, puis il faut que tu viennes livrer tes caisses à Montréal parce que t'as pas le choix. Fait que tu sais, des combats comme ça qu'on mène, mais bon, avec le projet de loi actuel qui vient de rentrer en vigueur, on a réussi à, bon, c'est ce qu'ils nous ont donné, là, faute de mieux, mais à avoir le droit de collaborer entre collègues, donc d'amener les vins de notre collègue vigneron, parce qu'encore aujourd'hui, tu sais, on n'avait pas le droit. Moi, même si j'ai quelqu'un qui est juste à côté, excuse-moi, t'as une livraison. Ouais. Oh, livraison de chips. Oh, les miettes! On t'est rendu où, là? Ouais, on parlait du CVQ, des gros projets. Oui, c'est ça. Peut-être la seule chose que j'ajouterais, mettons, par rapport aux gros projets que le CVQ fait, tu sais, il y a tout ce volet-là là, de simplification réglementaire, de nous permettre, tu sais, à alléger un peu la réglementation au niveau de l'alcool, nous donner un petit peu plus de flexibilité pour permettre le développement de l'industrie. Parce que c'est sûr que si on pouvait faire livrer, tu sais, comme même pour les particuliers, tu sais, si j'ai un club de vin, je peux pas faire livrer chez les gens. Tu sais, je peux pas mettre... La SAQ a le droit de mettre du vin sur Post Canada puis de le livrer chez les gens, mais nous, on n'a pas le droit. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Fait que moi, j'ai un client qui m'appelle, qui est au Saguenay, qui dit hey, « J'aimerais ça acheter une caisse de vin. » Je suis comme « Ben, je m'excuse, je peux pas te la vendre. » Tu sais, je peux moins pas que tu viennes la aller chercher. au Saguenay avec ma caisse de vin, là. Non, c'est ça. Puis l'autre gros travail qu'on fait, c'est le gros défi ou gros enjeu, ça reste le marketing, ça reste la notoriété. Puis c'est vraiment là, on travaille beaucoup sur la notoriété des vins du Québec. Donc, tu sais, de continuer d'essayer de briser ces barrières-là que les gens ont face aux vins québécois. Puis de rehausser un peu la perception générale de qualité des vins du Québec. Puis ça passe, puis on travaille bien honnêtement en ce moment beaucoup avec la SAQ parce que tu sais, 90-95% des achats de vin au Québec se font à la SAQ. Là. Et non, c'est pas vrai, c'est beaucoup moins que ça parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se vendent en épicerie, mais mettons mettons quand même que la majorité des Québécois puis la majorité de la clientèle des vins du Québec va quand même parfois ils vont peut-être acheter un vin québécois à l'épicerie mais ils vont faire la majorité de leurs achats en SAQ. Donc puis on sait qu'on a des croûtes à manger auprès des conseillers de la SAQ pour que eux soient convaincus, pour que eux puis tu sais si la SAQ, plus la SAQ va vendre de vins québécois, plus ça va rayonner sur le reste de l'industrie. Là. C'est comme, tu sais, puis on a fait beaucoup des nivelles de ce monde, des pervenches de ce monde, beaucoup de positionnement au niveau de la restauration, puis dans le un petit peu plus haut de gamme. Puis ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acquis à ce niveau-là, au niveau des vins du Québec, mais dans la strate un petit peu plus grand public, il reste encore beaucoup à faire. Donc, on travaille quand même beaucoup à ce niveau-là en ce moment. Puis, tu sais, on a quand même l'œil sur la croissance de l'industrie. Aujourd'hui, il se produit 3,5 millions de bouteilles de vin au Québec par année. D'ici 2030, donc dans à peu près 5-6 ans, on va être autour de 7 millions de bouteilles. Wow. Juste avec ce qui est planté, tu sais, on le sait parce que c'est des vignes qui sont actuellement plantées, qui sont pas encore en production ou qui sont en début de production, tu sais, qui produisent pas encore à pleine capacité. Donc, on a comme presque la certitude qu'on va produire assez de raisins pour faire 7 millions de bouteilles en 2030. Donc, et on le sait très bien qu'une grosse partie de cette croissance-là va devoir passer par la SAQ. Parce qu'encore une fois, tu sais, le réseau des cavistes, des épiceries, c'est chouette, mais reste que le volume de vin au Québec, il passe par la SAQ. Puis c'est pas vrai qu'on va pouvoir, tu sais, dans les petits cavistes, dans les petites épiceries, écouler dans les 5 prochaines années 1,5 million, 2 millions de bouteilles de plus par année. T'sais. Alors qu'aujourd'hui, sur les 3,5 millions, c'est à peu près un tiers à la SAQ, un tiers en épicerie, un tiers en épicerie, un tiers, mettons 30, je vais le faire de même, 30 SAQ, 30 épiceries, 30 au vignoble, puis 10% en resto. C'est à peu près le portrait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de croissance qu'on peut aller chercher au niveau des restaurants. Puis tu sais, au-delà des tu sais, il y a quand même beaucoup de restaurants dans le style de resto que vous avez, de cuisine du marché, de cuisine locale, de tout ça, qui font une belle place aux vins québécois. Il y a quelques chaînes qui ont rentré des vins québécois. Tu sais, la Cage au Sport collabore depuis longtemps avec Domaine Saint-Jacques. De mémoire, Saint-Hubert ont les vins de l'Orpailleur puis de Coteau-Rougemont. Tu sais, as quelques chaînes comme ça, mais t'en as encore beaucoup qui en ont pas. Puis t'as une grosse strate de restaurants, tu sais, plus
je vais dire, même moyenne gamme, mais c'est même pas tant une question de gamme, qui sont moins dans justement ce côté très très Québec, très cuisine locale, très aliments de saison, cuisine du marché, tout ça. Une grosse strate de restaurants italiens, de restaurants, tu sais, comme de petits villages, de la petite tu sais, le beau petit restaurant dans chaque ville, village et tout, et qui, tu sais, qui ont un blanc au vert, un rouge au vert, puis qui ont tu sais, une petite carte de vin avec 20-25 bouteilles différentes. Mais pourquoi tous ces restos-là n'ont pas un vin québécois au vert? Tu sais, pourquoi, tu sais, tu te promènes à Montréal, là, tu remontes Saint-Denis, là, et tu sais, il y a la majorité des restaurants qui n'ont pas de vin québécois sur leur carte. Donc, pourquoi ça? Il y a tellement une éducation à faire encore. Puis c'est quoi puis quand vous tu sais, quand vous parlez avec des restaurateurs, c'est quoi leur qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous dites Mais je pense qu'on est un peu parfois on a tendance à parler dans une chambre d'écho. Tu sais, on parle aux restaurateurs qui sont déjà convaincus des vins québécois. Comme nous. Oui, c'est ça. Comme nous, on n'est pas convaincus. Puis vous parlez aux clients qui sont généralement convaincus. Tu sais, on en parlait tantôt, c'est pas toujours facile, mais vous avez quand même une clientèle qui est ouverte. Exactement. Tu sais, on traverse la rue, on va au resto en face, tu sais, resto italien et tout. Je suis pas sûr que le serveur est capable d'arriver et de dire j'ai un vin québécois. En fait, il y a aucun vin québécois en face, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est cool parce que, bon, fut une époque, là, on n'a plus nos vins là, mais il y a une époque, dans les tout débuts, on avait nos vins au Impasto, entre autres, puis à Pizzeria Gemma. Puis, tu sais, c'était cool parce que leur ligne directrice au niveau des vins, c'était, tu sais, on ne vend que de l'italien, on est un resto italien, on vend des vins italiens, on fait de la bouffe italienne. On fait de la bouffe italienne avec des ingrédients locaux, avec la la mozzarella di bufala qui est faite à Saint-Charles-sur-Richelieu, tout ça. Ouais. Mais pourquoi on peut pas faire la même chose pour les vins? Fait qu'à un moment donné, la ligne, c'était on vend que de l'italien et du québécois. Dans les vins. Tu sais. Puis je pense que ça, puis je prends l'exemple de resto italien, mais tu sais, ça s'applique à plein de cuisines différentes. Tu sais, combien il y a de steakhouse au Québec qui ont pas de vin québécois sur leur carte? Pourquoi? Ils pourraient très bien avoir des rouges, avoir des, tu sais, combien de places à burger qui ont pas de vin québécois? Combien? Fait que tous ces endroits-là, si les gens, tu sais, je pense qu'il y a énormément de place à prendre dans ces endroits-là. C'est facile d'imaginer des bons vins québécois sur la carte du Candide, sur la carte ici, sur la carte du Master, sur la carte, tu sais, comme de tous ces établissements-là qui ont des belles cartes, un beau travail de sommellerie, un beau travail de... Candide, c'est impressionnant. D'ailleurs, aussi, leur carte, là, c'est majoritairement des vins du Québec. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme sur les accords, ils ont des menus accords avec normalement 4, je pense que c'est 5 vins sur les accords, puis il y a toujours 2 à 3 produits québécois. Souvent, pas que des vins, des fois un hydromel, des fois un cidre, des fois... Mais c'est ça, bref, tu sais, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de vins québécois en restauration. Il faut aussi que les vignerons, je pense que historiquement, les vignerons, soit parce que ils avaient pas confiance assez en leurs produits pour se mesurer à, tu sais, aux vins d'ailleurs, aux vins d'importation privée, ou tu sais, dans les restaurants, puis ils avaient pas le guts d'aller là nécessairement. Puis aussi des restaurateurs qui voyaient pas tant l'intérêt d'aller vers des vins québécois. En tout cas, je pense qu'il y a des raisons pourquoi ça n'a pas été, tu sais, les vins québécois ont peut-être été moins vendus en restaurant. Ça reste aussi un des postes où les restaurateurs font le plus de sous, tu sais, sur les vins. Donc, tu veux rentrer des vins qui vont bien sortir, qui vont bien se vendre, que tu n'auras pas à rentrer d'enfoncer dans la gorge du client, littéralement. Donc, tu sais, mais je pense qu'il y a beaucoup de place à prendre à ce niveau-là. Puis l'autre gros endroit où il va avoir, je pense, en fait, là, en SAQ, c'est clair qu'il y a beaucoup de place à prendre. Puis si on peut éventuellement pouvoir livrer directement au client, je pense que la vente directe est une avenue intéressante. Tu sais, reste que on est, à un moment donné, il y a quelques années, je discutais avec François Morissette, puis de Pearl Morissette, puis il disait, tu sais, pour vrai, t'as même pas idée de la chance que vous avez d'être à 1 heure de route, il dit, du plus beau marché de vin en Amérique du Nord. C'est sur un pied d'égalité avec New York, là. Tu sais, en Amérique du Nord, tu veux boire du vin, tu vas à Montréal, tu vas à New York. Puis c'est vrai. Fait que, tu sais, il y a vraiment, on est chanceux, on a une scène gastronomique qui est géniale à Montréal, ben, au Québec, en fait, même hors Montréal, beaucoup. Mais au Québec. Puis on a une clientèle des gens qui sont connaisseurs, qui sont passionnés. Tu sais, tous les vignerons internationaux
le disent quand ils viennent faire des salons au Québec, quand ils capotent de voir le niveau de connaissance, d'intérêt des gens ici. Donc, tu sais, je pense qu'il il se consomme 225 millions de bouteilles de vin par année au Québec. On en produit 3,5 millions. Tu sais, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en produire 7 millions puis les vendre comme ça. Absolument. Oh, on avait, je pense, les deux une question. En fait, j'ai tellement de questions, mais mettons justement... Je reviens la semaine prochaine. Parfait. Qu'est-ce qui fait qu'un vin se retrouve en SAQ versus un vin qui ne pourra pas se retrouver sur les tablettes? Ben, je pense que, tu sais, ultimement, tous les vins peuvent se retrouver sur les tablettes de la SAQ. À un moment donné, c'est des choix comme vigneron. Tu sais, nous, on a toujours fait dès le départ, on a fait des vins qui avaient un style, tu sais, une facture, puis un price point aussi qui avait du sens dans les restaurants, dans des restaurants justement qui mettent de l'avant la cuisine locale, la cuisine de saison, etc. Fait qu'on a toujours, puis tu sais, on est arrivé avec des vins nature. Sur des vinifera, tout ça, à une époque où le vin nature prenait son envol, ou tu sais, fait qu'il y a eu comme une adéquation dans tout ça, qui fait que nous, on a toujours vendu, moi, je vends à peu près 40% en resto. Okay. 40% en resto, 30% dans des petites épiceries fines, puis un 30% en direct. Soit, surtout, tu sais, quand on fait des mises en vente en ligne, les gens achètent à la caisse. Les gens viennent chercher au vignoble, non? Ouais, où on fait des points de chute. Un point de chute, à chaque fois qu'on fait un release, on a un point de chute à Montréal, à Québec, maintenant à Gatineau. Puis les gens peuvent, tu sais, c'est une date en particulier avec une plage horaire, puis les gens peuvent venir chercher leur caisse. Ça évite d'avoir à se déplacer au vignoble pour venir chercher la caisse. Mais c'est ça, fait que nous, on a toujours misé sur le marché de la restauration. Puis ça a été une belle façon pour que les gens découvrent aussi nos vins, un verre à la fois. Mais tu sais, c'était un choix qui fitait avec la taille qu'on avait, le prix qu'on avait pour les bouteilles, etc. C'est sûr que, bon, c'est moins vrai aujourd'hui, quoique encore un peu. Je mets une bouteille de vin québécois à 35 $ sur une tablette à la SAQ. Elle va peut-être être plus difficile à vendre que la même bouteille dans un restaurant. Tu sais, j'en ai souvent parlé avec Vincent Laniel, qui est un bon ami, mais qui était sommelier au Candide avant, puis tout ça, puis il dit lui-même, il dit, tu sais, les vins québécois sont souvent au début de ma carte des vins en termes de prix au restaurant. Tandis que la SAQ, je me retrouverais comme étant cher, tu sais. Même nous, ici, on prend pas les mêmes marges pour les vins du Québec. Exact. On fait moins de sous sur les vins du Québec parce qu'on veut promouvoir, puis tu sais, votre travail est important et tout, fait que c'est pour nous. Tu sais, même là, il y a probablement, tu sais, t'as probablement beaucoup de vins du Québec que t'achètes autour de 30 $ plus taxes la bouteille, là, dans ce range-là, et probablement beaucoup de vins étrangers que t'achètes aussi, soit dans ce prix-là, voire un petit peu plus, voire, fait que, tu sais, souvent, on se retrouve, on est, tu sais, certainement dans la première moitié des cartes des vins sur les restaurants, dans les restaurants. Fait que on est un meilleur deal en restaurant, souvent. C'est là où tantôt, tu sais, je disais, les vins du Québec sont chers. Je pense que à produit égal, on est dans les mêmes ranges de prix qu'ailleurs. Fait que, mais c'est sûr que si je m'en vais sur une tablette de la SAQ, je vais avoir l'air cher. Par rapport à des produits, puis surtout, tu sais, je suis dans, mettons, faudrait que je sois dans section cellier, sur des arrivages, sur des choses comme ça, parce que moi, je me ramasse sur une tablette à côté des vins en approvisionnement continu à la SAQ, ça fait Nous, on y va même pas. Moi, je regarde jamais ces tablettes-là. C'est ça. Tu rentres à la SAQ, tu t'en vas tout de suite section cellier. Vous pourriez pas vous retrouver dans section cellier? Mais oui, on pourrait. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, il y a le travail que vous faites, j'imagine aussi. Ben, il y a des choix. Tu sais, après ça, c'est des choix comme vigneron. Donc, soit tu veux rentrer dans section à SAQ Origine Québec, mais là, tu sais, faut que tu aies un certain price point si tu veux que ça roule quand même dans cette section-là. Où tu peux rentrer en approvisionnement, tu sais, par lot, dans genre arrivage, section cellier, des choses comme ça. L'autre affaire, c'est que, tu sais, les gens pensent, puis même, c'est un problème qu'on a avec les vignerons au Québec, tu sais, des fois, les gens pensent que c'est cool, tu fais affaire avec la SAQ, le camion recule chez vous, tu loads la palette, ça part à l'entrepôt. Merci, bonsoir, c'est fini. La réalité, c'est que tu as du travail après. Tu as beaucoup de travail à faire pour que les succursales fassent venir ton produit de l'entrepôt jusqu'en succursale. Et après ça, il est sa tablette de la succursale. Mais si le client ne l'achète pas,
si le conseiller est pas convaincu puis le propose pas au client, ou si le client le connaît pas parce qu'il l'a goûté dans un restaurant, il l'a entendu parler à la radio ou je sais pas quoi, si le client l'achète pas puis que ça prend la poussière sur la tablette, c'est la dernière fois que la SAQ va te commander, là. Fait que, il y a, tu sais, il faut que tu sois prêt si tu veux rentrer. C'est une grosse machine, la SAQ, là. C'est IGA, c'est Métro, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme rentrer, c'est comme faire tu sais, d'être un petit producteur maraîcher puis dire, j'ai envie de rentrer mes légumes chez IGA. Attache ta tuque, tu sais, il va falloir que tu travailles derrière, tu sais, ça, c'est pas... Fait que, il y a si tu le fais, par contre, tu as accès à un gros réseau, il y a 400 succursales à travers le Québec, tu sais, tu peux vraiment distribuer super efficacement, ça reste un super réseau de distribution, la SAQ, qui rejoint tout le monde partout. Fait que, mais faut que tu sois prêt à le faire. Tu sais, nous, on n'a pas l'infrastructure derrière, c'est un choix, puis c'est un positionnement aussi. Ça dépend de tes valeurs aussi, puis de ce que tu as envie de, tu sais, de comment tu as envie de, justement, faire goûter tes vins et tout. Tu sais, comme nous, ici, je pense qu'on est vraiment des ambassadeurs des vins du Québec, puis on va en parler d'une façon tellement différente que si tu achètes un vin sur la tablette à la SAQ, justement, tu sais. Puis au final, souvent, pour nous, c'est difficile de justifier qu'il y a un produit d'un vigneron qui se retrouve à la SAQ à un prix vraiment moins élevé que ce qu'on a ici. Puis là, nous, ici, on a... Mais tu sais, t'as pas le même service ici, là. Même si les gens viennent juste s'acheter une bouteille, ils vont jaser avec vous autres. D'un, les produits ont été, tu sais, sélectionnés par vous, tout ça. C'est comme si tu mettais un stem d'agence, tu sais, en disant, il est chez Saucette. Tu sais, c'est comme si t'avais mis un stem Saucette, tu sais, dessus. C'est approuvé, puis ça a été testé. Puis tu sais, il va avoir de la discussion, puis le client il revient, puis tu le connais, puis hey, t'as goûté ça la semaine passée, j'ai tel nouvel arrivage, j'ai tel... Tu sais, si t'es chanceux en SAQ, tu peux avoir une super SAQ avec un super conseiller, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Tu sais, le conseiller qui va se souvenir de toi puis de ce qu'il t'a vendu il y a 2 semaines. Mais vous autres, vous vous souvenez, là, vos bons clients, là, tu sais, qui rentrent puis la semaine passée ou il y a 3 semaines, t'avais pris telle bouteille, tu l'as aimé. Fait que c'est ça, tu sais, c'est sûr que là, tu paieras pas le même prix, tu sais. Non, puis en même temps, tu sais, la SAQ, son objectif ou sa mission, c'est pas de démocratiser non plus les vins québécois, tu sais. Non, tu sais, sa mission, c'est de rentrer de l'argent pour le gouvernement. Puis c'est là où, tu vois, tu m'amènes sur un autre point par rapport au CBQ qu'on parlait d'industrie, mais tu sais, je pense que la prochaine étape pour le gouvernement, puis ça va au-delà du gouvernement, c'est presque comme société, ça va être de dire, ben le mandat de la SAQ, légalement, dans la loi, on écrit que son mandat, c'est pas juste de maximiser les profits, mais c'est aussi de contribuer au développement de l'industrie locale, l'industrie des alcools du Québec, au-delà des vins, la même chose pour les distilleries, des choses comme ça. Fait que c'est comme ton objectif, tu sais, on est prêt à laisser un peu d'argent SAQ sur la table, tu sais, que la SAQ, au lieu d'envoyer, je sais pas, moi, je me souviens même plus c'est combien, là, mais tu sais, genre X milliards, 3 milliards au gouvernement dans l'année, tu peux envoyer genre 2 milliards 900 millions, là, t'as perdu, tu sais, il y a un 100 millions que t'aurais pu envoyer de plus, mais tu l'envoies pas parce qu'à la place, t'as fait la promotion, t'as travaillé à mettre de l'avant les vins du Québec. Mais c'est pas grave parce que qui t'ont peut-être rapporté moins ou que t'as investi, t'as eu plus de coûts parce que t'as fait des campagnes promo pour aider les vignerons d'ici. Mais on s'en fout parce que nous, après ça, comme gouvernement, en taxes, en impôts, stimuler l'économie, etc., on se récupère x4. Fait que, mais la SAQ, actuellement, elle peut pas faire ça parce que sa mission, c'est de rapporter le plus d'argent possible au gouvernement. Fait que, va falloir à un moment donné que, comme société, on se dise, ben, non, mais tu sais, on se choisit aussi, là. Puis, tu sais, il y a plein d'études qui ont été faites au niveau pan-canadien. Tu sais, une bouteille de vin local au Canada, elle amène 80 $ de retombées économiques. La même bouteille de vin importée, elle amène 17 $ de retombées économiques. Ah ouais? T'sais, fait que c'est 4 fois plus, là, facile, là. C'est 4 à 5 fois plus. Puis la bouteille de vin embouteillée au Québec ou au Canada, c'est 30 $ à peu près de retombées. Fait que tu sais, comme, à un moment donné, il faut tu sais, là, en ce moment, on est en train de dire, on privilégie des vins, on privilégie des vins importés qui nous donnent moins d'argent, comme société, comme. Fait que, bref. Oh mon Dieu. Ben, tu sais, je trouve ça fou, pareil, ces chiffres-là. Tu sais, c'est pas de la pitié, là. Non, c'est pas de la pitié. En fait, c'est pas de la pitié. Comment on l'a entendu, là, je vais vous encourager, tout ça. Non, mais attends, on investit en nous. Tu sais,
sais, comme économie, comme société, on veut pas devenir juste des acheteurs de tout à travers. Tu sais, on l'a vu dans la pandémie, tout d'un coup, finalement, ça serait le fun de produire en serre au Québec des légumes à l'année parce que on se rend compte qu'à un moment donné, la Californie, de dépendre de la Californie, de dépendre du Mexique, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Tu sais, puis on peut pas être complètement autonome, c'est correct, là. Mais on peut s'aider un peu, là. Ben, ou on peut l'être aussi. Ouais. Pourquoi on l'encourage pas plus, tu sais? Puis espérons là qu'avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, ça va peut-être aider justement à ramener un peu ce discours-là. Mais tu sais, nous ça rend notre mission encore plus en tout cas, moi, ça me rend encore plus fière d'avoir choisi ce modèle d'affaires-là, tu sais. Ouais, définitivement. Ben, nous, on est convaincus, on est fiers de ça, tu sais. Puis les vins qu'on fait entrer ici sur nos tablettes, on choisit pas tout, puis on se limite quand même, mais on se limite avec ce que nous, on a des méga coups de cœur, puis ce qu'on sait que les gens, ça va être des bonnes portes d'entrée aussi pour faire goûter aux talents qu'on a ici. Vous connaissez votre clientèle aussi, là. Tu sais, vous choisissez des bouteilles qui, tu sais, le but, c'est de faire plaisir aux gens, là. La paye, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, puis si les gens ont pas de plaisir ici, c'est fini, là. Vous êtes mieux de mettre la clé dans la porte, là. Ça va être terminé. Fait que c'est important de choisir des choses, tu sais, qui rejoignent votre clientèle. Mais nous, on a du plaisir à boire les vins québécois qu'on choisit. Puis on trouve ça le fun, on y croit, tu sais. Moi, j'aime ça quand je vais au resto avec des amis, là, puis c'est arrivé, justement, je suis allée chez Candide, puis j'étais tellement contente de choisir le matière à discussion 2021. Puis là, tous mes amis étaient comme, on connaît pas ça. J'étais comme, non, attendez, là. Puis, tu sais, tout le monde en plus, tu l'avais goûté dans l'événement. Ben oui, puis elle capote depuis ce temps-là. Fait tout le monde a pris un verre, puis tout le monde était comme, ben voyons donc, c'est donc ben bon. Mais tout le monde me dit, on n'aurait jamais choisi ça parce que la facilité fait qu'on va prendre un vin français ou on va choisir autre chose parce qu'on les connaît pas, c'est ça, exactement. Ça nous prend des ambassadeurs, des gens qui... Puis tu sais, pour vrai, dans les 10 dernières années, on l'a... Tu sais, on peut pas du jour au lendemain tout changer les mentalités de tout le monde. Non. Mais on l'entend tellement de plus en plus, des gens qui nous... Tu sais, même moi, personnellement, là, je l'entends tellement de gens qui disent « Je suis allé au restaurant, on m'a servi ce vin-là. Tu sais, genre, je l'aurais pas choisi. » Mais, tu sais, on m'a fait découvrir ça. Mon gendre, ma fille est revenue avec cette bouteille-là, a mis ça sur la table. Tu sais, moi, j'étais pas très vin québécois, puis j'ai été convaincu. Fait que ça prend, tu sais, c'est beaucoup du bouche à oreille. Puis tu sais, du bouche à oreille au sens large. Tu sais, ce que vous faites ici, entre guillemets, c'est du bouche à oreille, là. C'est de dire, moi, j'ai goûté à ça, je veux te faire goûter à ça aussi, tu sais. Puis c'est de l'expérience aussi. Je pense que plus les gens goûtent, plus ils réalisent que c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Puis tu sais, j'essaie beaucoup aussi d'expliquer aux gens que t'as le droit de pas tout aimer les vins du Québec. Tu sais, j'aime pas tous les vins californiens, j'aime pas tous les vins de Bordeaux, j'aime pas tous les vins de la Bourgogne. Tu sais, à un moment donné, c'est pas correct de la part des gens de dire j'ai bu un vin du Québec, je l'ai pas aimé, je ne boirai plus de Keb. Tu sais, c'est pas, il y a plein de types de producteurs. Après, je peux comprendre si vraiment t'en as essayé 10 puis t'as rien aimé, je t'en voudrais pas de peut-être pas essayer la 11e bouteille. Ben, peut-être que t'aimes pas le vin, finalement. C'est vrai. Mais tu sais, je trouve que c'est de mauvaise foi de dire j'en ai essayé une fois, puis j'y retoucherai plus jamais au vin québécois. Il y a beaucoup de gens de mauvaise foi par rapport à ça. Pour vrai. Ouais. Tu sais, je comme, après, c'est ça, comme je dis, ça fait 10 fois que tu l'essayes puis t'es déçu. Je suis désolé, tu sais, je peux comprendre que t'aies pas envie de réessayer, mais tu sais, t'as essayé une fois en 1992 quand t'as fait la route des vins. Tu sais, je pense que là, faut redonner une chance. Là, il y a, tu sais, tu vas avoir du bon puis tu vas avoir du moins bon, mais accroche-toi au bon, là, tu sais. Ah oui. Puis moi, j'ai espoir, tu sais, je me souviendrai toujours, il y avait un gars qui était assis au comptoir, puis à chaque fois qu'il voyait des vins québécois sur les cartes, il les essayait. Puis il m'a dit, j'en ai jamais aimé un. Puis je dis, attends un peu. Je pense que c'était en roue libre de Geneviève. Puis j'ai fait goûter. Puis là, il m'a dit, je prends un verre. C'est la première fois qu'il faisait ça, mais il en a goûté plein. Il était willing de l'essayer. Il était willing de l'essayer. Puis moi, j'ai trouvé ça admirable parce qu'il continuait à essayer. Puis je trouve, une bonne façon de le faire parce que il s'en produit combien de barrières? On a 180 vignobles. Tu sais, il y a plus de vignobles au Québec qu'en Ontario. En termes de nombre de vignobles, on est beaucoup plus petit. On les connaît pas. C'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, fait qu'il y en a pour tous les goûts. Puis il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du plus champ gauche, il y a du plus conventionnel, il y a tu sais, il y a de tout, là. Fait qu'il y a du plus haut de gamme, il y a de l'entrée de gamme, à toi de voir ce qui te plaît, puis
Il y a les agences aussi maintenant qui ont commencé à avoir des vins du Québec, là, les agences qui vendent du vin à nous au resto et tout ça. Puis de plus en plus, là, on voit ça, mais avant, il y avait aucun vin du Québec représenté par des agences. On n'était pas beaucoup. Tu sais, il y avait les Pervenches à la cuvée, il y avait nous chez Boire. Maintenant, on l'a repris depuis quelques années quand même, là, depuis 4-5 ans, on le fait nous-mêmes, mais nous, on était chez Boire. Tu sais, Geneviève est rendue avec raisin. Mais là, presque, honnêtement, on est rendu l'exception, tu sais, qu'il y a... Ben, c'est ça que en fait, c'est pour ça que je voulais te parler de ça, je savais pas que vous étiez avec Boire avant, en fait. C'est pour ça que je me demandais qu'est-ce que t'en pensais de ça. On était avec Boire pendant 5 ans, à peu près, là, tu sais, tout le début. Puis, à un moment donné, en fait, c'est que on était dans une situation où on manquait de vin. Fait que là, tout le monde avait, tu sais, on arrivait à boire, on disait, bon, on a tant de caisses, tant de bouteilles, tout ça. Et là, on n'arrivait plus on vendait pas mal tout le temps aux mêmes personnes. Tu sais, à chaque année, c'était pratiquement la même liste de clients, à 3 exceptions près. Les clients prenaient pratiquement tout ce qu'on leur allouait, sans goûter. Fait que, tu sais, à un moment donné, on avait un intermédiaire qui finalement servait pas à grand-chose. Puis c'est pas méchant contre eux, là, c'était juste la situation faisait que il se passait pas, tu sais, comme on aurait pu juste, tu sais, on pouvait nous-mêmes, on envoyait à Boire le courriel, tout ça, eux ils envoyaient aux clients, tu sais, ils validaient avec les clients qu'est-ce que les clients prenaient ou proposaient des allocs. Puis ils nous reconfirmaient ça, puis on était comme, hey, tu sais, on pourrait y aller direct. Il y avait même pas besoin de faire un travail de développement sur le terrain et tout. Dans ce temps-là, ça sert à rien. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on a juste fait, bon, tu sais, je pense qu'on est arrivé au bout du travail ensemble. Mais tu sais, je ferme pas la porte à retourner en agence à un moment donné. Puis tu sais, comme le monde du vin change, il y a plus l'effervescence qu'il y avait peut-être même en pandémie. Il y a peut-être plus une nécessité de faire goûter aussi, quoi qu'on est chanceux. Honnêtement, les gens achètent souvent nos cuvées sans y avoir goûté. Je pense que ça vient avec une responsabilité puis une pression aussi de s'assurer que ce soit bon quand ils vont ouvrir parce que tu sais ils ont pris 2-3 caisses puis ils ont pas goûté donc tu sais on veut pas décevoir les gens. Mais tu sais je pense qu'à un moment donné on va peut-être retourner avec un agent mais tu sais dans tous les cas, j'ai toujours beaucoup... ça a toujours été super important pour moi, le contact direct avec les gens, que ce soit des sommeliers ou des épiciers qui tiennent nos vins, que ce soit même des clients. Fait que, tu sais, tous les gens qui commandent des caisses en ligne, tu sais, c'est encore moi qui fais tous les points de chute. C'est moi qui remets les caisses en main propre aux gens qui viennent les chercher. Puis souvent, les gens sont surpris, ils sont comme hey, des mains du vigneron, tu sais, directement. Mais pour moi, c'est important, tu sais, puis écoute, c'était tu sais, voici votre caisse, merci, bye-bye. Tu sais, des fois, il y en a avec qui on jase un peu plus, mais quand même, tu sais, les gens ont pris le temps de se déplacer, ont pris le temps, tu sais, ils auraient pu choisir n'importe qui à notre place, puis ils ont décidé de nous choisir, de prendre nos vins. Je pense que c'est presque la moindre des choses de les remercier, tu sais, puis de leur donner. Puis même chose en restaurant. Puis tu sais, une fois sur deux, quand je vais livrer, je parle aux gens de la plonge, puis ils sont comme mets-moi ça en arrière, puis tout ça. Mais tu sais, souvent on croise des sommeliers, on croise du staff, on croise un proprio. Puis tu sais, c'est comme hey, le vigneron qui livre. Puis pour moi c'est important. Fait que donc on est obligé de livrer nous-mêmes. Ouais, mais même si je pouvais, honnêtement là, je pense que même si je pouvais faire livrer, puis tu sais. Puis comme là, tu sais, j'embauche quelqu'un pour faire de la livraison, fait que, tu sais, ce sera pas moi tout le temps, mais je me garde, tu sais, comme la run de livraison des entêtés juste avant Noël, tu sais, fin novembre, début décembre. J'ai le temps, le champ est fermé, j'ai le temps de le faire. Je vais le faire encore. C'est moi qui vais les faire. Ça doit te faire du bien aussi, tu sais, d'avoir les commentaires. Tu sais, nous, quand tu viens livrer, on est tout le temps super contents. Tous les vignerons qui viennent livrer ici, tu sais, il y a comme une relation privilégiée, justement, qui fait que aussi, on a encore plus envie d'en jaser, puis de... Tu sais, on est... Yvan Crillon, au Domaine Saint-Jean, qui disait souvent ça à l'époque, il dit, tu sais, on sera toujours le seul vignoble local, tu sais, au Québec. Puis c'est vrai, tu sais, on est les... Tu sais, c'est chouette, là, les vignerons étrangers qui débarquent à Raspipave, qui débarquent. Mais nous, là, on est sur place, on est à 1 heure de route, on est là tout le temps. Les gens peuvent venir nous voir. Les gens, tu sais, on peut livrer des caisses en personne. Faut en profiter de ça pour établir ce lien-là. T'es pas juste le
t'sais, un des 6 vignerons en Loire que représente cette agence-là. Non, t'es Mathieu Beauchemin du Nival, tu sais. Fait que je pense c'est super important de nourrir cette relation-là directe. C'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui. Pas juste parce que c'est utile, parce que j'ai du plaisir, mais pour moi, c'est important, ça fait partie de notre métier d'être là, d'établir ces liens-là. Puis, tu sais, quand vous arrivez après ça à la table, puis tu sais, tu sers un vin du Nival, c'est pas... T'es pas non plus en train de répéter l'histoire que l'agent t'a racontée sur le vignoble. Ah, c'est un couple où il a repris ça de son père, tout ça en Loire, ils ont des... Non, tu sais, comme, on s'est parlé. Puis tu sais, on parle, puis t'es pas avec un vigneron italien. Ah, this is a Maya wine, we make it. Tu sais, tu sais, comme, on se parle... Tu sais, on se parle pareil, on a les mêmes codes, on a les mêmes codes, on a les mêmes références culturelles, on a les mêmes... Fait que le contact, il est tellement facile, puis c'est tellement facile de faire passer une énergie, mettons, d'un vigneron québécois à un sommelier ou des propriétaires, à des clients. Tu sais, quand je suis là, puis tu sais, les clients, mettons, l'événement qu'on a fait ici, là, qu'on est là, puis on jase avec les clients, ça serait pas la même chose si t'avais un vigneron allemand qui était là, qui, tu sais, comme... Assurément. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut miser là-dessus pour accrocher les gens puis dire, tu sais, hey, on fait partie de la même gang, tu sais, on fait ça chez nous, puis en plus c'est bon, tu sais, c'est pas juste par pitié comme je disais tantôt, mais tu sais, il y a une connexion qu'il faut nourrir, je pense. Fait que tout ça pour dire que peut-être qu'un jour on retournera. Puis même quand on était chez Boire, tu sais, c'était super important ce contact-là. Puis si un jour on se remet à travailler avec une agence, je pense qu'il faut pas perdre ça. Puis je pense que pour tous les collègues québécois, les vignerons québécois qui travaillent avec des agences, c'est super important d'être présent sur le terrain. Puis ceux qui sont en SAQ, tu sais, nous on l'est pas, mais ceux qui sont en SAQ, ils se le font dire, la SAQ arrête pas de le dire, les conseillers arrêtent pas de le dire. On veut voir les vignerons. Tu sais, venez nous voir. Ben, ça fait une grosse différence. T'sais, moi, je suis tombée en amour avec le vin très, très, très jeune. Mon grand-père faisait du vin, du Riesling dans son sous-sol. Puis mon amour du vin s'est développé encore plus quand j'avais un âge où j'étais capable d'aller voyager puis de rencontrer les vignerons. Ouais. Fait que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, puis quand j'allais dans d'autres pays, mais encore plus le fun quand c'était dans notre pays à nous. Puis moi, Saucette, il y avait beaucoup de ça derrière cette idée de projet-là. C'était de justement mettre en relation des vignerons avec les consommateurs, parce que moi, c'est comme ça que j'ai eu un amour, que j'ai développé mon amour encore plus profond pour le vin, parce que c'est pas juste le produit, c'est la personne derrière, c'est l'histoire, c'est la passion que t'as, tu sais. Vous travaillez dans la vigne pas pour être millionnaire, parce que on fait-tu de l'argent en tant que vigneron? Il y a un genre de proverbe qui dit « Ça prend beaucoup d'argent pour faire un peu d'argent dans le vin ». Ah, ben voilà. C'est ça. Puis tu sais, quand on vous rencontre, vous, en personne, on réalise que vous, justement, que c'est pas l'image qu'on se fait d'un vigneron, tu sais, qui a plein de cash, puis que il fait ça pour l'argent, il fait ça pour le cœur, il fait ça pour l'amour du produit, puis de voir dans les yeux de quelqu'un qui apprécie son produit. J'imagine pour vous, ça doit être riche, là, de le voir. C'est la plus grosse paye, là, au-delà de, tu sais, oui, il faut en vivre, là, puis tu sais, comme tant mieux, là, on réussit à en vivre correctement, mais la vraie paye, tu sais, c'est les gens qui apprécient le travail qu'on fait. Puis, tu sais, ça vaut, honnêtement, ça vaut pour tous les métiers du monde. Là. Tout le monde a envie de se faire dire merci, j'ai passé un bon moment. Tu sais, comme, tu sais, quand t'as quelqu'un qui finit le repas ici puis qui dit, hey, je peux-tu parler à Marie-Ève en arrière, c'était vraiment bon. Tu sais, comme, ou tu sais, qui dit genre, hey, j'ai passé un super moment, telle bouteille que tu m'avais découvert. Tu sais, c'est pour ça, on a besoin d'argent parce qu'on a besoin de vivre comme tout le monde, mais la raison pour laquelle on fait ce métier-là plutôt qu'un autre, tu sais, c'est pour ça, tu sais, c'est pour ce contact-là avec les gens. Ça vaut tout l'or du monde. C'est quoi la suite, l'avenir pour Nival? Écoute, ben tu sais, il y a eu beaucoup de bouleversements dernièrement pour Nival. En fait, mon père est parti il y a 4 ans maintenant du vignoble. Fanny et moi, on travaille plus ensemble, tu sais, au vignoble. Fait qu'il y a comme beaucoup de réorganisation puis une nouvelle réalité maintenant, tu sais, au Nival. Fait à voir comment ça va se dessiner. Mais tu sais, je pense que là, il y a eu beaucoup de bouleversements. Puis là, j'essaye de passer à une autre étape. Tu sais, c'est comme si on fermait un chapitre du livre. Puis en fait, on a fermé 2 chapitres. Tu sais, un chapitre avec mon père, un chapitre avec Fanny. Puis là, tu sais, on repart un nouveau chapitre. J'ai toujours dit, tu sais, je suis vraiment pas dans je suis pas un entrepreneur qui a besoin de grossir.
Moi, ça me drive pas cette croissance-là. On avait toujours dit qu'on grandirait, qu'on agrandirait pas, qu'on n'achèterait pas une autre terre, ou en tout cas, faut jamais dire jamais, mais c'est pas dans les plans, c'est pas mon objectif. J'ai pas envie de faire plus de bouteilles. Le modèle il marche là, il me convient, mais j'ai envie de faire des meilleurs vins. J'ai envie de continuer de travailler à ce niveau-là. J'ai envie, je reviens un peu à ce que je disais au début. J'aime ça travailler dans le champ. J'aime ça. J'ai envie d'avoir un écosystème qui est plus résilient, qui est plus sain, qui est plus complexe et complet dans les vignes. J'ai envie de faire des meilleurs vins. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir attendre les vins un petit peu plus avant de les vendre. Fait que d'un point de vue vinif, c'est pas tant que je veux changer des vinifs. J'aimerais ça attendre avant de vendre les vins un petit peu plus puis d'étirer parce que je pense que nos vins gagnent à vieillir, à prendre un petit peu d'âge. Puis tu sais, on parlait de matière à discussion 21 tantôt, tu sais, les blancs sont tellement bons après 4, 5, 6 ans. Ils sont bons là, mais ils sont tellement meilleurs plus tard. Mais bon, après, je peux peut-être pas stocker, et en termes de trésorerie, et en termes d'espace, tu sais, stocker 4 années de vin, mais j'aimerais ça amener les gens vers ça, à leur offrir des vins. C'est le même vin, mais il est meilleur parce que j'ai attendu 1 an, 2 ans avant de te le vendre. Fait que ça, j'aimerais ça aller là. Puis je pense qu'on a vraiment, puis ben là, je vous lance l'invitation, vous êtes jamais venus chez nous, ni une ni l'autre, mais je pense qu'on a vraiment un bel endroit, et j'ai envie de trouver une façon d'en faire profiter un petit peu plus les gens. C'est pas facile parce que, tu sais, l'été, dans la saison, tu sais, souvent, honnêtement, je travaille comme 6 jours semaine quasiment. J'essaie de faire 5, là. Il y a des moments où j'y arrive, mais il y a des moments où c'est du 6 ou c'est du 7 jours semaine. Puis, tu sais, des fois, j'aime ça prendre un samedi ou un dimanche, mais les gens, évidemment, ont pas envie de venir visiter un vignoble le mardi après-midi. Ils ont envie de venir le samedi ou le dimanche. Mais tu sais, fait qu'il faut trouver une façon de pouvoir ouvrir les portes du vignoble, que ce soit pour des événements ponctuels, des choses. Mais je pense vraiment qu'on a un site génial. On a une histoire le fun. Il y a quelque chose, il y a une vibe au vignoble qui est vraiment chouette et j'ai envie d'en faire profiter des gens. Fait que, comment ça va s'articuler, j'en ai aucune idée. J'ai plein d'idées en tête. Mais j'ai envie éventuellement, j'espère que dans 5 ans, on pourra s'asseoir ici ensemble puis rejaser de comment, Nival est devenu, un lieu où les gens peuvent aller, on a souvent été plutôt fermé au public parce que on n'avait pas le temps, on mettait je disais souvent que c'est une ferme, Nival, c'est pas les gens veulent venir se marier au vignoble, je suis comme non, mais c'est une ferme. C'est comme, mais c'est une belle ferme. Oui, mais c'est ça. Là, c'est encore une ferme. J'aimerais ça en faire un lieu qui est pas juste, c'est pas une attraction touristique, c'est pas un restaurant, c'est pas, mais on a envie d'y être. On a envie d'aller là, on a envie on peut vivre des choses, des petites expériences, le fun. C'est ça. Je pense que c'est un peu ça, mais à suivre la forme que ça va prendre. En tout cas, moi, j'entends ça comme une invitation. Puis c'est drôle parce que Marie puis moi, souvent, on s'était dit, à un moment donné, ce serait le fun de faire des groupes puis partir avec des gens, visiter des vignobles. Ouais. Peut-être que tu seras le premier. Avec grand plaisir parce que, puis tu sais, pour vrai, j'ai envie de le faire. On est un petit vignoble, on fait pas des tonnes de bouteilles. J'ai pas besoin, tu sais, on est dans un lieu où il y a pas grand-chose d'autre. On se mettra pas à avoir une boutique avec quelqu'un qui est là, qui vend des vins, qui fait des petits plateaux de dégustation, tout ça. D'un, c'est pas nous, c'est pas ce que notre clientèle recherche. Moi, tu sais, j'ai envie d'ouvrir aux gens et d'être là pour parler avec eux, puis pour leur faire une visite, puis pour goûter avec eux. J'ai pas l'intérêt d'embaucher quelqu'un pour la saison, tu sais, un étudiant qui va dire ceci est notre blanc, ceci est notre rouge. Qui saura pas comme Puis c'est pas le même contact de toute façon, c'est pas ça que tu veux. Exact. J'aime mieux accueillir moins de gens puis ou ne pas accueillir de gens, mais quand on va le faire bien. Puis on va le faire. Puis l'année passée, tu sais, on avait fait un événement, un genre de pique-nique, une journée pendant le mois d'août avec une ferme locale, tu sais, un élevage de bœuf, tout ça, qui faisait des tacos, des burgers, etc. Puis, tu sais, il y avait un nombre de billets limité, il y avait, tu sais, 2 plages de 75 personnes qui sont venues, qui en ont profité. On était là, on a pris du temps avec ces gens-là. Ils ont vécu un moment. C'est plus là où je veux aller. Moins mais mieux.
Fait que... Ben, moment plus de qualité aussi, tu sais, si tu vas au Nival pour une déguste, mais que t'es pas là, ben, tu sais, de te faire parler des vins par quelqu'un d'autre, tu sais, je pense qu'on... Pas pour les produits qu'on fait, pas au prix qu'on vend, pas, tu sais, comme, tout ça marche pas, tout ça marche dans un contexte, tu sais, nous qui on est, tu sais, un petit vignoble artisanal où les gens se mettent les mains dedans, donc, tu sais, c'est ça que tu veux avoir comme vibe. Fait que, c'est ça, tu sais, à suivre. Ah ben, je pense qu'on se le souhaite, on te le souhaite. Vraiment. Puis on va continuer à représenter tes vins fièrement parce que je n'en ai aucun doute. Beau ce que tu fais. Merci tellement encore de ta belle visite. Très généreux. Beaucoup. Merci de votre accueil. Merci. On se refait un cheers de fin. Santé.